Voilà, donc je vais vous expliquer en deux mots comment ça va se passer. On va découvrir le parcours de Marc, comment il a été attiré, justement, comment le tarot est arrivé à lui. Parce qu'on dit toujours qu'au moment où tu es prêt, le tarot vient à toi. On va découvrir son parcours, on va découvrir son approche qui est tout à fait différente de la mienne. Marc a une approche beaucoup plus humaniste et psychologique et moi beaucoup plus symbolique et ésotérique. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Hein. L'idée, c'est justement de partager et d'échanger puisque le tarot est un tout universel et permet justement à des utilisations différentes et diverses. Hein, on va en parler aujourd'hui. Donc, on va développer un programme assez intéressant. Et puis, alors après, vous pourrez évidemment intervenir. Je vous poserai un certain temps pour pouvoir parler. Donc, je vous poserai des questions également. Et en fin d'événement, vous aurez une demi-heure, 40 minutes pour pouvoir nous poser justement vos questions. D'accord? Donc, voilà. On va laisser la parole à Marc. Marc, bienvenue ce soir parmi nous. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation plutôt. Et voilà, ce soir pour parler de ton approche et du tarot. Donc, je commence par mon historique. Oui, mais raconte-nous un peu ton parcours. Hein, en fait, qui tu es et évidemment comment le tarot dans ta vie est arrivé. Hein, comment il est venu à toi. Comment tu l'as rencontré. D'accord? Voilà. Mais je suis ingénieur, comme la plupart des tarologues. Hein. Moi, je ne suis pas ingénieur plutôt. Non, en fait, oui, j'ai une éducation scientifique et jusqu'à 15 ans, j'étais vraiment très fermé à tout ça. Même l'hypnose, j'y croyais pas, donc c'est-à-dire, j'étais vraiment très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et puis, j'ai rencontré des tarologues, des personnes qui lisaient les cartes, déjà dans une approche. J'ai jamais vraiment été en contact, en tout cas pas au début, avec des voyants. Donc, c'était pas des gens qui me parlaient de l'avenir, c'était des gens qui me parlaient de moi. Mais ces personnes-là me décrivaient des trucs. Ils me parlaient des gens qui avaient autour de moi, au boulot, des relations que j'avais avec les autres. Et j'étais étonné parce qu'elles ne me connaissaient pas. J'ai vu 3 femmes différentes. Et avec elles utilisaient le tarot et elles me disaient des choses sur moi. Et je me dis, mais comment c'est possible? Je ne comprends pas. Elle me voit 30 secondes et puis boum, elle me raconte tout ce qui se passe autour de moi. Et donc, en tant qu'ingénieur, parce que c'est vrai, hein, je suis ingénieur, j'ai abordé le tarot comme un chercheur, c'est-à-dire que je suis parti du principe, bon, ben, ça marche, ça donne accès à des informations auxquelles on n'a normalement pas accès. Et donc, je me suis dit, ben, comment ça marche? Et j'ai commencé à tester. Et puisque je voulais tester, ben, j'ai commencé à poser, et que je ne connaissais pas le sens des cartes, je suis tout à fait autodidacte. Hein, je n'ai pas pris un bouquin, je n'ai pas suivi de formation. Après, j'ai rencontré des formateurs, j'ai rencontré Coleuil notamment, on a parlé du référentiel de naissance tout à l'heure, mais je ne peux pas dire que je me sois formé, donc je ne dépends pas d'une école particulière, même s'il y a des auteurs qui me touchent plus que d'autres. Et donc, pour tester le tarot, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, comme je suis mathématicien, ingénieur, je me suis dit, bon, ben, je vais faire une équation à une inconnue. Comme je ne connais pas le sens des cartes, mon inconnu, ça va être le sens des cartes. Et j'ai commencé à poser des questions auxquelles j'avais les réponses. Et donc, je me posais une question, j'avais la réponse, et donc je regardais comment en quoi la carte répondait à cette réponse. Et c'est comme ça que je me suis fait une grille de lecture. Donc, j'ai commencé à faire des tirages très simples avec des questions. Est-ce que j'ai envie de boire une tasse de café? Des choses comme ça. Je tirais une carte. Voilà, j'ai une carte ici. J'ai l'as de coupe. Donc, j'ai envie de boire beaucoup de café. L'as de coupe. Au fur et à mesure que je vous parle, de temps en temps, je tire les cartes. Vous ne les voyez pas, malheureusement, mais j'aime bien orienter ma présentation, mon discours, en tirant les cartes. C'est devenu quelque chose de très, très naturel. Il y a même des gens que ça énerve un peu parce que je suis tout le temps avec mes cartes. Oui, donc toi, mais tu utilises les arcanes mineurs et les arcanes majeures alors, ou... non, ici, ce qu'il y a, c'est non, normalement, je travaille qu'avec les arcades majeures, mais j'ai utilisé les 4A, les 4 cartes principales des arcanes mineures. Est-ce que tout le monde sait un peu de quoi on parle, l'arcane mineure, arcane majeure, ou c'est pas clair pour certains, parce que je peux un peu expliquer sinon. Vous voulez que j'explique ou pas? Vous levez la main si vous voulez que j'explique. C'est coupe, bâton, denier, épée. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, Ça, c'est les arcanes mineures.
Bon, allez, j'explique, mais en 30 secondes, hein, rapidement. Dans le tarot de Marseille, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle les arcanes mineurs qui sont similaires aux jeux de cartes traditionnels. Cœur, carreau, trèfle, pique, à part que là, c'est bâton, coupe, épée et denier, mais c'est la même chose. Et d'ailleurs, vers 1350, les jeux de cartes sont apparus en France sous forme cœur, carreau, trèfle, pique et sous forme des arcanes mineurs. Ça ne s'appelait pas les arcanes mineurs, mais sous forme des séries en Espagne et en Italie en même temps. Donc, ça, c'est une partie du tarot. C'est un jeu de cartes traditionnel, à part qu'il y a des cavaliers en plus, donc il y a 14 cartes par série. Et à côté de ça, il y a 22 cartes qu'on appelle les arcanes majeures, qui sont des cartes beaucoup plus illustrées. Voilà, je vais montrer, je montre celle-là parce que elle a un petit œuf derrière elle, donc ça fait référence à. Et surtout que la papesse, pour moi, représente le tarologue, donc c'est intéressant. Donc, ce sont des cartes illustrées. Ce sont des cartes dans lesquelles il y a des scènes, des personnages, des choses comme ça. Et donc, elles parlent. Tandis que les arcanes mineures, c'est souvent, il y a 6 épées ou 7 bâtons, etc. Elles parlent beaucoup moins de façon intuitive. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai travaillé avec les arcanes majeures parce que là, je pouvais vraiment extraire mes propres mots, mon propre sens sur les cartes. Et en tarot psychologique, on utilise souvent, ça dépend en fait, il y a des personnes qui utilisent que les arcanes majeures, ou alors il y a des gens qui utilisent un autre type de tarot qui s'appelle le Rider-Waite, où toutes les cartes, même les arcanes mineures, sont illustrées. Donc ça, on retrouve dans le tarot psychologique. Voilà, enfin je continue. tu m'indiques si tu veux que je parle de quelque chose de Oui, oui, particulier. oui, 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 oui. Alors bon, oui, le tarot est arrivé à toi, tu as découvert ce tarot. Maintenant, d'après toi, bon, on a des approches vraiment différentes du Ouais. tarot de Marseille, c'est bien de l'expliquer. C'est pas pour ça qu'on est des concurrents ou qu'on est en compétition, justement, hein. C'est intéressant de pouvoir échanger. Et la principale différence de nos deux approches, c'est que ce trait dans le sacré, hein, on a dit, donc pour moi, le tarot est un objet sacré, est un Mm. outil sacré, et pour toi, il ne l'est pas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Mais parce qu'avec le tarot sacré, c'est un outil de création. En fait, donc moi, comme je vous dis, j'ai découvert le tarot, pas, j'ai rien appris, j'ai juste utilisé les cartes et elles ont commencé à m'être utiles. Et donc, de fait, il y a des symboles dans le tarot. Parfois, je faisais des liens avec des symboles. Je parlerai tout à l'heure de l'arcane 10, par exemple, parce que là, le contenu symbolique est très clair. Mais dans d'autres, je ne comprends pas spécialement les symboles, donc je les fais à ma sauce. Donc, je n'ai pas spécialement été rechercher l'origine, la signification symbolique des cartes. À partir du moment où les cartes me parlaient, ça me convenait. C'est devenu un outil pour exprimer ma créativité. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que avec le tarot, quand on me pose une question, je lis les cartes et souvent les réponses sont pertinentes. Donc, c'est ça qui est magique quelque part, c'est que avec ma propre grille de lecture, j'arrive en lisant les cartes de façon très rapide à avoir une signification pertinente. Mais je ne fais pas une analyse profonde. Je prends les cartes. Par exemple, je vais vous donner un bête exemple. Une personne me disait, au moment où au début, quand je testais, la question c'était est-ce que j'ai envie d'aller manger un hamburger? Et puis la réponse c'était ben oui, évidemment, regardez, il est debout sur un hamburger, donc le diable, ça doit être une carte qui représente le plaisir et toute l'envie que j'ai de manger ces hamburgers. Donc ça paraît presque enfantin comme ça, mais c'est cette fulgurance, cette créativité-là qui fait que le tarot va répondre. Va répondre sur mon envie, sur ce qui me bloque, sur ce que ce que je dois travailler, etc. Mais en termes très, très pratiques. Et donc, pour en revenir un peu à ma pratique, étant donné que j'ai testé le tarot, je voulais avoir des réponses tout de suite. Donc, dès le début, je n'ai pas fait de prédiction parce que si je fais un tirage et que je dois attendre 15 jours pour voir si mon tirage est correct, je n'avançais pas. Donc, j'ai travaillé directement dans le présent. Alors, ça va comment? Ça va si par exemple vous posez la question est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans 6 mois, je vais ramener la question dans le présent, c'est est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un?
Et avec cette question, alors tout le monde va dire oui, bien sûr, mais avec le tirage, on va se rendre compte que, par exemple, on est super bien tout seul dans sa vie parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne débarquer, nous marcher sur les pieds, etc. Et donc, on va avoir une série d'informations qui nous disent, voilà les raisons pour lesquelles j'ai envie de rester seul et voilà les raisons pour lesquelles j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et quand on va creuser ça, on va se rendre compte que finalement, oui, on va peut-être rencontrer quelqu'un, mais si on a envie de rester seul, ça va être quelqu'un qui ne nous convient pas pour pouvoir le virer le plus vite possible ou la virer le plus vite possible et Donc, puis retourner dans sa propre solitude. ce que tu essaies d'expliquer, c'est que le tarot n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il y a un certain lâcher-prise, un certain libre arbitre également par rapport au consultant. Alors, il y a une interprétation, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'en étant sur le présent, le consultant a le droit de dire s'il est d'accord ou pas. Si moi je lui donne des arguments, il peut me dire oui, je ressens ça, oui, de fait, c'est vrai que pour le moment, je me sens un peu seul, c'est vrai que j'ai envie de démarrer ce projet, c'est vrai que ce serait bien que j'aille plus vers quelque chose de plus créatif, des choses comme ça. Donc c'est un vrai dialogue que je propose avec les gens dans l'approche psychologique. Et du coup, quelqu'un qui vient chez un consultant et qui demande est-ce que je vais déménager dans 6 mois, quelque part, il se débarrasse de son libre arbitre en disant ben, j'attends la réponse et s'il me répond oui, ah chouette, je suis content, je sais que dans 6 mois, je vais changer, je vais déménager, je ne peux plus rien faire. Ce qui est totalement faux parce qu'en réalité, le tarologue va dire oui, mais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour que ça arrive. Tandis que moi, je vais travailler sur l'envie. Donc, dès le début, bah, les gens vont voir, vont reconnaître s'ils ont vraiment envie de déménager, s'ils ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Et donc, on va pouvoir ensemble, après, décider quelles actions à mettre en place pour que ça se produise. Donc, c'est vraiment un accompagnement assez très proche du coaching. Oui, d'accord. Après, Il y a tout de même beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie dont on n'a pas forcément envie. mais je crois que si. C'est-à-dire que si on décode la loi d'attraction, c'est quoi la loi d'attraction? Ça veut dire les choses qui nous arrivent sont des choses qu'on a envie. Mais ça peut être une partie de nous qu'on ignore totalement. Donc, je peux avoir envie de rester seul alors que je ne l'exprime pas du tout. Et c'est ça qu'on va aller voir. Donc, je parle des envies profondes. Et en réalité, bon, moi, je fais le lien entre les tarots et les synchronicités. Pour moi, vous savez, une synchronicité, c'est quoi? C'est du hasard, deux choses qui ne sont pas liées entre elles, qui ont de la signification. Ben moi, pour moi, un tirage de tarot, c'est une synchronicité. Les cartes, je les tire au hasard, j'ai une question et j'ai une signification. Donc, chaque fois que je fais un tirage de tarot, je crée une synchronicité ou je capte une synchronicité, si on veut. Et donc après, le tirage, mon travail, moi, ça va être de décoder le sens de la synchronicité. Mais je vais travailler d'ailleurs avec tout ce qui se passe autour parce que là, j'avais une dame qui me parlait d'une assurance. Ben, pendant la séance, son téléphone a sonné et c'était un message de son assurance. Un jour, je donnais une conférence sur le tarot, justement, et souvent dans les conférences, je dis aux gens, gardez votre téléphone allumé, mais si vous avez un message, vous nous le donnez parce que ça va sans doute nourrir la conférence. Eh bien, pendant la conférence, un téléphone a sonné, j'ai demandé à la personne c'est quoi le message? Elle me dit, ah, c'est mon mari, il me prévient qu'il n'y a plus de batterie sur son téléphone. Et là, j'ai regardé parce que j'étais avec un PC, une projection, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de brancher mon PC sur secteur. Je dis, ah, ben super. Et donc, ça m'a permis de brancher mon PC. Et donc, Oui, tout ce là, qui on se est vraiment dans passe. la synchronicité pure, hein, qu'on peut retrouver également dans le tarot de Marseille. Mais est-ce que tu ne penses pas tout de même que le tarot est un outil qui a traversé toutes ces époques et plusieurs zones géographiques et plusieurs qui est passé peut-être dans les mains de plusieurs génies et de plusieurs personnes, en tout cas à travers des décennies, il n'y ait pas autre chose dissimulée dans le tarot de Marseille? Mais le fait que ce soit un capteur de synchronicité, pour moi, c'est ça le plus intéressant, parce que je peux l'utiliser comme ça. L'exemple que je donnais, même quand je fais une consultation, j'utilise ce qui se passe à côté. J'avais une dame qui voulait déménager justement, et dans la rue, il y a quelqu'un qui passe et qui crie à la maison.
Et puis, mais il y a plein de trucs en dehors. Donc, c'est pas que dans le tarot. Moi, j'utilise le tarot, mais tout ce qu'il y a autour. Et si on devrait choisir une arcane, justement, dans les arcanes majeures, qui pourrait représenter la synchronicité, quelle serait-elle pour toi? Ah, ça, c'est la roue de fortune. Hein. Ça parle ça parle de hasard, ça parle J'avais prévu de faire une petite explication sur cette carte. Si tu veux, on peut faire ça maintenant. Oui, vas-y, explique. En fait, alors malheureusement, je ne sais pas comment faire pour partager. J'ai essayé de vous envoyer un truc, mais ça n'a pas marché. En fait, c'est la roue de Fortuna, hein, de la déesse Fortuna. La déesse Fortuna, c'est la déesse du hasard chez les Romains. Donc, c'est la roue de la déesse Fortuna. Alors, quand on voit, c'est ça que je voulais vous montrer, mais on pourra le mettre sur la publication après. Pardon, Marc, pardon. Mais alors, Ouais. donc, tu reconnais quand même dans ton approche que si la roue de fortune représente la déesse Fortune, il y a une richesse symbolique dans le tarot de Marseille. Ah, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de richesse symbolique. Je dis qu'on peut utiliser ce qu'on veut. Parce que si toi, si quelqu'un, parce que beaucoup de gens qui apprennent le tarot de Marseille te disent voilà ce qu'il y a là, ce qu'il y a là, ce qu'il y a là, et voilà ce que ça veut dire. Et avec cette définition-là, souvent on enferme. Et moi, je dis ok, ça veut dire ça, c'est super, je peux expliquer. Je peux expliquer parce que je me suis intéressé aussi à la symbolique. Mais je n'enferme pas. Si demain, ça, c'est la roue de ma voiture que je dois changer, ça devient la roue de ma voiture que je dois changer. Donc je vais utiliser la carte en pertinence avec la question. Il faut garder toujours le tarot comme un outil ouvert. Ça, je suis tout à fait Oui, c'est d'accord. ça. Et donc, si je sais pas moi, ça me parle de la manivelle du puits, ben, ça devient la manivelle du puits. Donc, le risque avec l'analyse. Alors, l'analyse symbolique, c'est super si ça nourrit, mais il ne faut pas que ça limite. C'est comme ça que moi, je vois ça. Et comme je suis autodidacte et comment dire, iconoclaste, ça ne me dérange pas quoi, de sortir. Et parfois, je vais voir quelque chose, parfois, ça va être la paire de chaussures qui est là, ou que sais-je. Donc je ne suis pas obligé de me triturer l'esprit pour voir ce que la carte veut dire, c'est ce qui sort en premier lieu. Et je vais faire un lien, comme avec l'œuf tout à l'heure, j'ai vu un œuf, il y avait un œuf. Et je n'ai pas été réfléchir pendant 10 minutes. L'œuf dans le tarot représente quelque chose de beaucoup plus universel, de beaucoup plus cosmique, de beaucoup plus symbolique. Hein. C'est là où je ne suis pas trop d'accord avec toi dans le sens de nos approches. Hein. Bon, mais je dis pas que ça n'inclut pas ça. Je dis que c'est pas nécessaire d'inclure ça. Par exemple, je fais de l'analyse de rêve avec les tarots. Eh bien, c'est la même chose quand vous avez un personnage ou un objet ou un animal archétypal. Je prends le renard, par exemple, ça ne veut pas dire que dans votre rêve, il a la signification archétypale, parce que pour vous, le renard, c'est peut-être la petite, la poupée que vous aviez, le doudou que vous aviez quand vous étiez enfant. Si vous êtes chasseur, c'est peut-être le plaisir de chasser l'animal. Donc, il y a une signification archétypale dans la carte, ça, je suis d'accord, et une ou même plusieurs. Mais on n'est pas obligé de se limiter à ça. Et le risque qu'on a en allant trop là-dedans, c'est qu'on va passer du temps à se demander qu'est-ce que ça veut dire, alors que ça doit juste jaillir. Et dans les formations. Parce qu'on compare souvent le tarot à de la musique. Hein. C'est un peu comme de la musique. Hein. Quand tu connais tes clés de solfège, ben évidemment, tu peux composer. Mais si tu t'arrêtes juste à ce que tu connais au niveau du solfège, ben, tu ne laisses pas aller ta créativité. Et évidemment, tu restes fermé dans une musique qui ne s'ouvrira jamais, qui ne se développera jamais artistique. Donc évidemment, il faut des bases, il faut savoir d'où ça vient, et puis alors après, il faut laisser s'ouvrir. C'est là où on se rejoint d'ailleurs. Oui, on se rejoint dans l'ouverture, mais il y a de très grands musiciens qui savent pas lire les notes. Donc c'est exactement ça que je dis. C'est exactement ça que je dis. Oui, bien sûr. Imagine-toi ce qu'il aurait pu faire en sachant les... Je sais pas. Alors, mais après, je ne critique pas, hein, parce que c'est vachement intéressant tout ce que tu proposes. Tu vas beaucoup plus loin que moi dans l'histoire, etc. Donc, je dis juste que moi, quand je donne mes formations, je n'insiste pas. Après, je donne quelques clés, notamment sur Fortuna. Mais ce qui est intéressant dans Fortuna, c'est que c'est la notion de hasard, et donc le hasard signifiant, et la notion de karma.
C'est pour ça que j'aime bien expliquer cette carte-là, parce que je l'utilise dans des séances parfois rien que pour transformer cette notion de karma. Non, le karma, en fait, à la base, la déesse Fortuna, elle est représentée, c'est elle qui tourne la roue dans les représentations du Moyen-Âge. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a une déesse qui tourne la roue, parce qu'au Moyen-Âge, on considérait que le hasard, c'était la déesse ou Dieu qui décidait. L'homme n'avait aucune prise sur le hasard. Il n'avait aucune prise sur son destin. On était obligé de suivre quelque part les décisions d'une déesse, même si c'était de l'iconographie romane. L'Église a gardé la déesse Fortuna dans ses illustrations. Mais dans le tarot, ce qui se passe, c'est qu'on l'a retirée. Enfin, elle est derrière la carte. Donc, si vous croyez que le destin est contrôlé par quelque chose de supérieur, que vous pouvez rien faire, que vous êtes dans une notion de karma hindouiste, c'est-à-dire que le karma, c'est votre destin, vous pouvez juste changer votre façon de le recevoir, mais vous ne pouvez pas agir sur ce karma. Eh bien, là, vous mettez derrière, vous considérez que c'est la déesse Fortuna, ou que c'est Dieu, ou un être supérieur qui tourne la manivelle. Mais si on va avec le même mot chez les bouddhistes, le karma bouddhiste, ce n'est pas du tout ça. Le karma bouddhiste dit, là où vous êtes aujourd'hui, c'est lié à vos actions passées, et là où vous serez demain, c'est lié à vos actions présentes. Donc les bouddhistes, effectivement universelle, oui. Et les bouddhistes, ils se mettent eux, c'est nous qui sommes à la manivelle, c'est nous qui décidons notre karma. Et en passant du karma hindouiste au karma bouddhiste, on voit qu'on augmente sa prise sur l'univers, qu'on augmente sa possibilité d'interagir et d'avoir son propre destin en main. C'est pour ça que c'est intéressant. On est venu à cette carte-là justement par rapport aux synchronicités, mais la roue de fortune, c'est aussi tout ce qui représente le temps. Et effectivement, le karma, au niveau cyclique, au niveau des incarnations, c'est la roue de samsara, la roue de fortune. Hein. Dans les bouddhistes, en tout cas en religion bouddhiste, c'est la roue de samsara. Et effectivement, elle représente, pour ceux qui font de la numérologie, il y en a ici, le tétractys de Pythagore, qui régit aussi les cycles naturels du temps. Puisque évidemment le tétractys rapporte à l'origine, hein, c'est ce qui se passe quand on additionne tous les chiffres de 1 à 10, pour ça que la roue de fortune est le numéro 10. Et donc, quand on additionne les chiffres de 1 à 10, on obtient 10. Et donc, on retourne à l'origine. Hein, c'est un peu l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Vous connaissez ce symbole-là. Et donc, effectivement, la roue de fortune nous donne cette notion cyclique. Hein, avant d'arriver à la force qui est le milieu du tarot, elle nous dit, tu viens de finir un cycle, tu viens de sortir du plan humain pour arriver au plan causal, et tu vas entamer le deuxième cycle, hein, à partir du 11 de la force, pour arriver au plan astral. Et donc, il y a une espèce de symbolique cyclique, temporelle, et évidemment, on parle effectivement bien des synchronicités dans la roue de fortune, oui, puisque la synchronicité est régie par le temps. On avait parlé dans la conférence avec Marc, hein, de la synchronicité. On en fera d'ailleurs une, si tu acceptes... pourquoi pas sur la synchronicité, une table de conversation, ça peut être super intéressant. Hein. Ah, avec plaisir, oui. Enfin, c'est une des conférences qui est... Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle attire plus de monde parce que c'est plus ouvert. C'est un concept plus large. Effectivement, qui est plus ouvert, oui, effectivement. Alors, on va peut-être demander juste, faire une petite pause, nous deux, et on va peut-être demander si quelqu'un a une question à te poser, justement, ou à moi, hein, par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour le moment. Est-ce que vous avez des questions jusque-là à poser à Marc? Non, pas de questions? Ah, soit j'étais pas clair du tout et vous avez rien compris, soit j'étais super clair et vous avez tout compris. Ah, voilà Catherine, voilà Catherine. Alors, on va faire un petit tour de ceux qui viennent d'arriver, justement, puisque on les a pas salués. On va faire juste 2 petites minutes, un tour de table. Donc, bonsoir Martine, bonsoir Patricia, bonsoir Anne, bienvenue à tous. Catherine, évidemment. Coralie est là aussi. Bonsoir, Jérémy. Alors, bon, Martine, toi, est-ce que tu as un contact déjà avec le tarot? Est-ce que tu as déjà rencontré le tarot? Alors, en fait, je viens d'arriver, c'est pour ça que je n'ai pas trop suivi. Vous avez parlé que de la roue de fortune?
Oui, on a introduit, hein, on a parlé du parcours de Marc, on a introduit. Il y a un replay, de toute façon, vous pourrez revoir le début, d'accord? Il y a pas... Si, bah, j'ai assisté à votre conférence dernière, donc on a parlé ensemble. Le tarot, j'en fais depuis 30 ans. Oui, Donc, je le connais bien, mais je suis toujours ouverte à toutes les façons de faire avec le tarot, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse. voilà, c'est bien, c'est Pour bien. l'instant, je n'ai pas trop de questions pour l'instant. Catherine, bonsoir. Toi, tu as un rapport aussi avec le tarot. Oui, donc un rapport avec le tarot que je suis en train d'approfondir avec Alista, donc en formation. Et malheureusement, je viens moi aussi juste d'arriver, donc pas de questions pour le moment. Voilà, tu pourras voir le replay, hein. Bonsoir Anne, bonsoir tout le monde. Donc, je vous laisserai la parole à tous en fin de conférence. Donc voilà, Marc, excuse-moi, Calista. oui. Marc, Oui, vous disiez tout à l'heure, Marc, on peut se tutoyer. Hein. d'accord, que vous, je suis un peu perdue hein, parce que est-ce qu'à ce moment-là, c'est du tarot psychologique ou du tarot prédictionnel? Non, moi, je fais pas du tout de prédiction. Comme je dis, je ramène dans le présent. Donc, si on pose une question sur le futur, je vais ramener sur l'envie dans le présent. Et donc, c'est vous qui allez voir. Donc, est-ce que je déménage dans 6 mois? Je vais voir, est-ce que j'ai envie de déménager? Et puis, on va voir quels sont les arguments pour, quels sont les arguments contre. J'ai même créé un double tirage où tout est mélangé et on va trier à gauche les arguments pour, à droite les arguments contre, ou inversement. Et c'est la personne qui va après décider avec ses arguments. Moi, je n'utilise pas le tarot pour répondre oui/non. J'utilise le tarot pour qualifier, donner de l'information autour de la question. Parce que la question, c'est pas de savoir si je vais déménager ou pas. La question, c'est est-ce que je veux changer d'endroit ou est-ce que je veux changer d'activité, vers quoi je veux aller et aussi étendre. C'est-à-dire que si je veux déménager, est-ce que je veux être plus à la campagne? Est-ce que je veux être plus proche de mon boulot? Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va aller creuser avec le tarot. Et moi, je vais proposer des choses. Je vais proposer dans le tarot que vous voulez être à la campagne et la personne va dire oui, mais non, finalement, pas du tout, pas tout à fait. Et on va progresser comme ça. Alors, c'est bizarre parce que ça progresse vite, ça tombe souvent assez juste, mais parfois, c'est pas juste parce que c'est autre chose. Parfois, je peux mal interpréter Il faut savoir que bon, il y a pas mal de tarots qui sont aussi voyants ou médiums, qui entendent des voix, qui ont de l'information complémentaire. Moi, je travaille uniquement sur l'information visuelle, avec, comme je disais, ce qui se passe autour, parce que tout ce qui se passe autour, pour moi, fait partie de la science de tarot. Même souvent, c'est très rigolo, mais comme je fais des jeux de mots et des choses comme ça m'arrive de rigoler au début de la séance, et puis ce qu'on a dit au début de la séance, je le retrouve plus tard sous forme pertinente. Donc, il y a une sorte d'entrelac comme ça qui est rigolo. Le tarot est un très bon outil de développement personnel, effectivement, quand on l'utilise dans les buts thérapeutiques. Il y a une personne ici justement qui m'a dit, je ne sais plus son nom, qui faisait du magnétisme et qui utilisait justement le tarot avant les soins. Effectivement, le tarot au niveau thérapeutique et au niveau de développement personnel est un outil super, hein, puisque comme l'explique Marc, on peut grâce à lui, approfondir peut-être les peurs, les angoisses profondes et Voilà. aller à l'origine, hein, à l'origine du problème. Hein. Quand on fait une psychanalyse, des fois, il faut aller voir un psychologue. Mais moi, je travaille de façon très, très fulgurante et spontanée. Je vais donner un autre exemple, mais parce que ce sont tous des petits exemples qui sont très clairs, qui peuvent paraître un peu ridicules, mais c'est pour montrer à quel point ça peut être fulgurant. J'étais avec là, il y a 2-3 jours, avec un sourcier, et on lui donne une baguette molle. Et il dit, tiens, c'est bizarre, elle n'est pas alignée, elle n'est pas équilibrée. Enfin, je ne connais pas les termes exactement. Donc, moi, je regarde dans mon tarot, je tombe sur la maison Dieu. La maison Dieu, pour moi, il faut faire les choses un peu d'une autre façon. Et donc, j'ai pris sa baguette à l'envers. Hein, par la partie molle, j'ai pris la partie, je l'ai secouée et je dis, regarde maintenant, peut-être que là, elle est alignée. Et il m'a dit, ah, c'est dingue, là, elle est alignée.
Donc, il y a des trucs bizarres comme ça. On peut se permettre plein de choses de façon très créative. Et dans un accompagnement thérapeutique, on a le même genre de fulgurance. Tout d'un coup, j'avais une dame qui avait des problèmes de claustrophobie. Je lui demande de me donner un objet à elle, et j'avais une petite boîte à côté, et j'ouvre la boîte, et je jette l'objet dedans, et je ferme la boîte. Et puis je lui dis, comment tu te sens? Et elle se sentait bien, mais son compagnon qui était là, il a commencé à être très, très mal. Et là, ça nous a permis de voir qu'en réalité, le problème, c'était pas chez elle, c'était chez lui, sa perception qu'il ne pouvait rien faire pour l'aider elle. Et donc, il y a des trucs comme ça, c'est comme des sauts quantiques dans la compréhension. Alors, c'est difficile à expliquer comme ça parce que c'est presque magique. Jodorowsky utilise les prescriptions magiques. Moi, j'utilise aussi beaucoup de prescriptions symboliques. Alors, peut-être vous pouvez mieux comprendre avec des exemples. Encore un autre exemple. Si quelqu'un a peur de ne pas avoir assez d'argent, je vais lui proposer d'aller au-dessus d'une colline et de jeter un billet de 5 € dans le vent. Mais c'est comme magie, c'est pas de la tarologie. Mais c'est parce que, non, ces informations-là viennent à partir du tirage de tarot. Donc, j'ai une suggestion, comme je disais avec ma baguette, j'ai une carte et elle me suggère un truc. Et je vois ce que cette carte me suggère. Et c'est par rapport au tirage. Quelque part, le tirage, je vais pas aller décortiquer la problématique, je vais aller voir les solutions qu'on peut mettre en place pour faire avancer. Et parfois, c'est complètement absurde. C'est parce qu'on est dans la créativité. Mais ça parle au niveau symbolique. Ce que tu veux dire, c'est que ce que j'expliquais tout à l'heure, donc en fait, quand on a vraiment un problème, on l'ignore, bien évidemment, on est rarement au courant des problèmes profonds qu'on peut éprouver. Et donc, bon, en cas de thérapie psychologique, on va voir un psychologue et on peut parfois suivre une psychanalyse d'un an ou deux avant d'arriver vraiment à l'origine du problème. Le tarot, effectivement, est un outil qui nous permet plus rapidement à l'origine du problème, que ce soit au niveau organique, puisque moi je suis au niveau thérapeutique et organique, pour découvrir peut-être des maladies en développement, ou en tout cas au niveau psychologique, comme tu l'expliques bien. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, le tarot te dit qu'il y a un problème, effectivement, psychologique profond. Tu comprends le problème et grâce à ça, tu peux proposer des solutions qui n'ont plus rien à voir avec le tarot, des solutions qui peuvent aider la personne à surmonter ce problème-là. Oui, c'est pas comme ça que je travaille en fait. Moi, je suis plus en thérapie brève, c'est-à-dire que tu viens avec un truc qui te dérange. Marc, le fait de jeter le billet, le fait de voir qu'une personne a un problème avec l'argent, tu le vois par rapport au tarot, et le fait de lui conseiller après d'aller jeter un billet au-dessus de l'eau, ce que je fais moi aussi, c'est de la psychomagie, attention, hein. Mais ça, c'est apporter une solution au problème trouvé dans le tarot, donc c'est exactement ce que tu viens de décrire. Non, mais je vais te donner un autre exemple pour expliquer. Par exemple, quelqu'un a régulièrement un bouton sur le nez. Oui. Je considère que c'est lié sûrement à quelque chose de grave, mais j'en sais rien. Et donc, je vais travailler juste sur le bouton. Je vais travailler avec le bouton et on va regarder de façon magique comment faire disparaître ce bouton. Et avec le tarot, il va me prescrire, par exemple, hein, ici je suis sur l'ermite, il va me prescrire donc quelque chose de l'ordre de donc je vais lui demander de s'isoler, de s'isoler pendant 1 minute dans le noir. Et donc je vais lui proposer des choses que je vois dans la carte qui ont a priori pas grand-chose à voir avec son bouton, mais malgré tout, et qui ont a priori encore moins à voir avec le trauma profond qui est caché derrière. C'est là que c'est magique. Et du coup, c'est complètement hors. C'est pour ça que je parle de thérapie brève ou de thérapie ericksonienne. Il y a plein d'exemples. Hein. Erickson, par exemple, a un couple qui faisait plus l'amour depuis 6 mois, 1 an, je ne sais pas très bien. Et dans la conversation, il s'est rendu compte que le lit était contre le mur. Il a juste demandé aux personnes de changer de place. Et il se fait que, je ne sais plus, c'est la dame ou l'homme, toutes les nuits, il se levait pour aller aux toilettes. Et le fait de les changer de place, il passait au-dessus de l'autre. Et ça a débloqué un truc.
Et donc, ils ont recommencé. Mais il n'y a pas eu d'analyse, il y a pas eu. C'est juste une sorte d'intuition fulgurante que la prescription que je vais donner, et c'est souvent des trucs le plus débiles possible, le plus léger possible. Est-ce que c'est correct de l'appeler le tarot intuitif, ton tarot? Voilà. Si tu veux, oui. Mais moi, quand je dis psychologique ou pas, je ne rentre pas dans une case. C'est parce que je suis proche de cette utilisation-là. Et il y a en France un festival qui s'appelle le Tarot Festival, où il n'y a que des tarologues d'approche humaniste ou psychologique. Donc, il n'y a pas de voyance, il n'y a pas il y a pas de médium, il n'y a pas de choses comme ça, pas de personnes comme ça. Et donc, j'ai rencontré pas mal de gens. Je me suis rendu compte que ben voilà, il y a d'autres gens qui travaillaient, mais ce n'est pas la même chose que moi. On a tous nos méthodes. Oui, je suis d'accord, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour découvrir justement des approches différentes. Moi, la première, parce qu'évidemment, je suis complètement opposée à ton approche. Oui, c'est ça. Je considère le tarot un outil sacré et très riche en symbolique ésotérique et culturelle. Donc, Marc. Moi, je vais l'utiliser, mais de façon comme ça, un peu spontanée, comme pour moi, comme dans le tarot, il manque des cartes. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est une sorte d'outil qui a été créé de façon un peu spontanée, et moi, je le réutilise de façon spontanée. C'est ma vision, hein. J'aurais une demande, mais alors, en voyant le tarot de cette manière, comment est-ce que tu considères l'histoire du tarot? Mais moi, je me base sur les historiens. Donc pour moi, le tarot a été créé, les arcanes majeures vers 1450, en sachant bien, je parle des cartes, sachant qu'il y a, j'ai parlé de Fortuna tout à l'heure, qu'il y a des archétypes, qu'il y a des choses qui sont antérieures. Donc mais l'assemblage. À se disputer, hein, Marc? Hein? C'est là où on va commencer à se disputer. Non, on ne va pas se disputer, on va juste pas être d'accord. Moi, je suis la position des historiens parce que j'ai pas la prétention d'être meilleur qu'un historien. Donc, j'écoute ce qu'ils me racontent et ça me convient. Après, là où ça rejoint, donc, c'est que en allant voir ces symboles qui datent, hein, il y a des choses qui datent de la Grèce, de l'Antiquité. Le monde, par exemple, le monde, c'est cette carte-là. Ça représente les 4 évangélistes dans la chrétienté. Le tétramorphe, oui. Et le tétramorphe est en fait beaucoup plus ancien parce que ça vient de la vision d'Ézéchiel qui est dans l'Ancien Testament et qui est daté d'environ 500 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est un symbolisme qui date d'environ 500 avant Jésus-Christ. Mais l'assemblage et la représentation comme ça, où on a remplacé le Christ, parce que en général, c'est sur les frontons des églises, vous avez le Christ en majesté avec les 4 évangélistes autour de lui. Eh bien, le fait de remplacer le Christ par une petite madame, pour moi, ça date de 1450. Mais ça se nourrit de symboles qui sont plus anciens. Et c'est intéressant d'aller voir la signification du tétramorphe, évidemment, parce que ça nourrit aussi le sens de la carte. Donc, c'est pas parce que moi, je l'utilise de façon spontanée et historique qu'on peut pas y mettre d'autres informations dedans, quoi. Oui, parce qu'à la fin, le monde peut représenter le Christ, mais il peut représenter aussi le couronnement de la Vierge, il peut représenter le yogi sans yoga, il peut représenter l'œuvre alchimique réalisée, donc il représente pas mal de choses, il n'est pas figé au Christ. Et il peut représenter aussi ma voisine que j'ai vue par la fenêtre. Alors, on va peut-être faire un peu participer les personnes. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou poser une question à Marc? Moi, je veux bien en parler. Enfin, moi, j'aime beaucoup comme ça les différentes visions parce que je trouve que c'est en rapport avec ce qu'on est personnellement. Et je trouve qu'on est un peu unique. Donc, je comprends vraiment totalement la vision de Marc parce que je trouve que moi, je fonctionne comme ça. Je suis un peu une sensitive parce qu'il y a des personnes qui sont plus mentales. Donc, je vais peut-être tout de suite aller dans ce que je ressens à l'instant T. Et je trouve que ça me donne des renseignements qui sont quand même assez... je ressens que c'est pas la vérité, parce que je n'aime pas la vérité, mais je sens qu'il y a une réalité à ce moment-là. Et par exemple, moi, quand je peins, parce que je fais beaucoup de peinture,
je ne vais pas dire je vais faire tel tableau. C'est-à-dire que je vais partir d'un ressenti et quelque part, c'est le pinceau qui va me mener. Et parce que je suis comme ça, mais d'autres personnes vont peut-être plus mentaliser. Et à ce moment-là, elles auront besoin d'un tirage, de que ce soit carré. Et je crois que chaque personne voit le tarot à sa manière, en fait. Tout à fait. Mais on dit d'ailleurs que le tarot est le miroir de l'âme au moment même où on le pratique. Voilà, exactement. Effectivement, le jour après, les cartes peuvent varier, peuvent changer, et le jour avant aussi, peut-être même voilà, quelques minutes avant, hein. Donc ça, oui. Et le fait de créer une œuvre artistique, c'est une création. Je suis d'accord avec toi pour ça. Oui, tout à fait. Oui, et puis moi, j'aime bien les deux. En fait, j'aime bien avoir cette intuition fulgurante, mais j'aime bien aussi, par exemple, avoir un tirage, parce que le tirage, il va me donner un fondement, il va me mettre au carré, et j'ai besoin de ce côté peut-être un peu mental, parce que je me dis après, je vais partir n'importe comment, quoi. Donc, je fonctionne un peu avec les deux. Mais l'idée de Marc, j'aime bien ce côté intuitif où ça y est, je ressens, je dois le dire, quoi. Alors, d'ailleurs, ce qu'on vous propose, on vous en parlera en fin de conférence, c'est justement que l'idéal, on ne va pas dire l'idéal, puisqu'il n'y a pas d'idéal. Le tarot est quelque chose qu'on doit sentir et qu'on doit vivre à l'intérieur. Mais l'idéal, entre guillemets, serait justement de connaître la symbolique, de découvrir toutes les cultures qu'il a traversées ésotériques, puisqu'on parle de maçonnerie dans le tarot. Oui, tout à fait. Dans le tarot, on parle de gnose, de cosmogonie, de cosmologie, pardon. On parle de plein de choses dans le tarot. Donc, découvrir toute cette culture, cette richesse culturelle. C'est magnifique, bien sûr. Dans le tarot, évidemment, ne va rien changer au fait que vous ferez mieux ou moins bien un tirage. Non. Ça, c'est certain. Hein, puisque là, vous devez y mettre votre énergie personnelle, votre intuition, votre ressenti, votre magnétisme, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. L'idéal est de combiner vraiment les deux pour avoir une connaissance qu'on va pouvoir plus personnaliser par la suite. Hein. Je suis d'accord. C'est ce qu'on propose avec Marc. Nous, on a deux approches complètement différentes. Mais on aimerait, en tout cas, on a décidé de proposer un cursus, justement, où moi, j'apprends la symbolique et l'ésotérisme aux personnes. Et comme je pratique déjà pas mal d'exercices pratiques de tirage, j'ai pas mal d'élèves qui sont là, qui peuvent vous expliquer un peu comment on fait. Donc, il y a beaucoup d'intuitifs. Mais j'ai contacté Marc, justement, pour lui demander de m'aider à faire comprendre, malheureusement, que tout ce qu'on a appris dans le tarot, c'est pas figé. Hein. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a justement les 3D du battleur et on explique ce que sont les 3D du battleur, que le battleur veut forcément dire cette chose-là. Vous comprenez? Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a passé 48 heures à étudier la symbolique et l'ésotérisme dissimulé dans le tarot, et évidemment, on a tendance à dire la justice, c'est ça, l'ermite, c'est ça. Et non, hein, parce que tu l'as appris, c'est bien, tu connais la carte, tu connais la symbolique, il y a le symbolisme des couleurs, il y a la numérologie, il y a les erreurs orthographiques, les cartouches, il y a plein de choses à apprendre dans le tarot. Hein. Mais à la fin, au final, celui qui va te permettre de bien pratiquer, ça reste quand même l'intuition et l'ouverture d'esprit. Et donc ça doit être un point très important aussi dans l'apprentissage de la pratique du tarot. Pour dire à quel point je suis un peu iconoclaste, c'est que même les symboles, je vais faire des tirages pour les comprendre. Donc, je vais dire, c'est quoi ce chiffre? Pourquoi est-ce que dans les cartouches, voilà, il y a des petites... c'est ce que Calista vient de dire, hein, il y a des trucs. Et je vais faire des tirages pour comprendre ça. Ça marche, ça marche. Oui, ça marche. Ce que je suis en train de faire pour le moment, c'est je suis en train de faire des tirages pour comprendre les cartes du Rider-Waite. Donc, le Rider-Waite, c'est un tarot. Oui, je l'ai. Comme je vous dis, ça, c'est une carte mineure, c'est le 3 de bâton. Mais les mineurs sont illustrés. Et donc, ce que je fais, c'est que j'analyse la carte comme un rêve et je dis que veut dire, pourquoi est-ce qu'il tient un bâton en main, pourquoi est-ce qu'il est, que veut dire sa position, que veut dire, pourquoi il y a 3 bâtons. Et je fais des tirages et je me fais une grille d'interprétation. C'est génial, c'est super. Oui, c'est super. Bien que les cartouches ont vraiment un sens temporel.
dans le diagramme du tarot. Hein. Les codes barres sont là pour quelque chose, pour l'expérience spirituelle d'humain et l'évolution initiatique d'humain. C'est-à-dire les expériences, l'élévation de l'âme dans les incarnations. Et donc, ça est régi, la temporalité des expériences spirituelles sont régies par les codes barres. Donc, ils ont quand même bien un sens, ces codes barres-là. Pour moi, c'est un modèle. Tu suis un modèle, mais c'est pas le modèle. Moi, si j'ai envie de donner un autre sens, je me permets de donner un autre sens. C'est là que ça s'ouvre. Mais le sens que tu donnes, c'est intéressant aussi, parce que si ça a du sens. Puisqu'on parle du tarot de Marseille, évidemment, si on parlerait d'un autre tarot, on donnerait un autre sens. Ici, on est dans le tarot de Marseille. Il a quand même été conçu. Hein, avec son sens, et après tu peux laisser aller ton imagination, tu peux faire ce que tu veux, d'accord, mais si on y a mis des cartouches au départ dans sa création, elles avaient une fonction. Mais ça, voilà, moi je suis pas sûr de ça. Je pense que ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que on cherche une structure, une explication, et si cette structure nous convient, c'est génial. C'est-à-dire que le tarot pour nous devient quelque chose de très structuré et ces cartouches ont du sens. Mais tu peux avoir un autre sens parce que par rapport à la progression de 1 à 21, j'ai lu plein de choses, des choses différentes, des choses qui se contredisent parce que c'est chaque fois la vision pour moi. Marc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça, d'accord? Et je vais donner un exemple. C'est un peu comme si tu parlais de la Joconde de Da Vinci, ok? Tu vas au musée du Louvre et tu regardes la Joconde, ou tu regardes, peu importe, n'importe quelle œuvre artistique, hein? Tu peux prendre un Dali, tu peux prendre un Picasso. Tu vas avoir une interprétation de la toile qui va être personnelle. Moi, je vais en avoir une autre, d'accord? Et Denis peut-être ou Orlan vont en avoir une autre, effectivement, hein, puisqu'on va imaginer, on va avoir cette vision personnelle, peut-être par rapport aux couleurs, à nos émotions, à notre passé, etc. D'accord, jusque-là. Mais c'est quand même intéressant de comprendre ou de discuter avec Da Vinci ou de discuter avec Picasso pour essayer de comprendre sa vision à lui lorsqu'il a peint la toile, puisque c'est son tableau. Bien sûr, mais on n'a pas la possibilité de le faire. Et on n'a pas la possibilité de discuter avec les créateurs du tarot. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est entre guillemets, hein, sans vouloir être vulgaire, mais c'est inventer une histoire qui explique les cartes du tarot. Je prends souvent l'exemple des lettres hébraïques parce qu'il y a 22 lettres hébraïques, donc il y a des gens qui ont expliqué que les créateurs du tarot connaissaient les lettres hébraïques parce que ça suit l'ordre des cartes. À part que ça, si on prend le système français et le système anglais, il n'y a pas deux cartes qui correspondent aux mêmes lettres. Donc, quand on parle à un francophone des lettres hébraïques qui dit c'est tellement évident que la première Aleph correspond au battleur, etc. Et puis quand on prend un anglophone, il va dire c'est tellement évident que le mât, parce qu'ils mettent le mât devant, correspond à Aleph, et il t'explique. Et donc il t'explique historiquement que les créateurs du tarot connaissaient les lettres hébraïques parce que pour les Français, ça part du mât, et pour les Anglais, ça part pour les Français, ça part du battleur, et pour les Anglais, ça part du mât. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est que je pense que c'est dans l'autre sens, et c'est super intéressant. C'est-à-dire que si tu connais l'astrologie, tu vas pouvoir créer un système qui te correspond avec les cartes du tarot et tu vas mieux comprendre ton système de l'astrologie, mais je ne prétends pas que les créateurs du tarot connaissaient l'astrologie. Je pense qu'ils ont fait un peu n'importe quoi et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut remettre notre propre... Comment est-ce que tu expliques alors que, par exemple, en période d'inquisition, on a retiré le flambeau au diable et on l'a remplacé par une épée? Pour réintroduire après cette période d'inquisition, hein, la même période où on a brûlé les sorcières et... Tu parles de quelle année? Mais le moment de l'inquisition, je ne sais pas exactement l'année, le moment de... Parce que l'inquisition, c'est avant c'est avant le tarot, donc c'est pas qu'on a retiré, c'est que les gens qui ont créé le tarot, ils ont mis plus ou moins, il y en a qui ont mis un flambeau, une épée, on ne sait pas très bien. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de logique au niveau historique. Et là, moi, je me base juste sur les historiens. C'est pour ça que je dis, moi, je fais confiance aux historiens. Après, au niveau ésotérique, il y a des explications
de la logique, mais qui n'est pas une logique historique. Donc, et je trouve ça super intéressant, encore une fois, je dirais, si toi, tu as une... Mais oui, c'est très intéressant, d'accord, mais j'ai des questions, là, Ouais. tu me dis. Donc, par exemple, la papesse Jeanne n'a pas existé. Le papesse Jeanne, d'après les historiens, c'est une légende. Ouais. C'était un homme, non? C'est ça? Non, donc il y a une légende, la légende de la papesse Jeanne, c'est qu'il y a une femme qui est devenue pape, donc qui s'est fait passer pour un homme, et c'était une femme. Mais c'est une légende. Si on voit au niveau historique, c'est une légende, ça n'a pas existé. C'est une légende qui a porté l'origine au Vatican de la pesée quand on nomme un nouveau pape. Hein. Donc, on va vérifier s'il a des testicules, ouais. Mais enfin, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais... si c'est vrai, on va mettre les mains en dessous. Mais ça, je ne sais pas quelle est la véracité de ce truc-là. Mais de nouveau, je ne fais que relayer ce que des historiens racontent. Parce que je suis sur un site qui s'appelle Tarot History, où il y a à peu près 15 000 personnes qui discutent. C'est vachement intéressant. Et j'ai posé plein de questions comme ça. La papesse Jeanne, j'ai posé la question et on a vraiment répondu. C'est une légende. Et les quelques bouquins qui parlent de ça, les gens reconnaissent que c'est une légende. C'est une légende alors qui a été inventée par le Vatican lui-même. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas toute l'information. Je prends l'information. Je pose beaucoup de questions et j'ose aller poser des questions que personne ne pose. Par exemple, sur le tarot de Jodorowsky, il a marqué sur le 2 de denier 1425 ou quelque chose comme ça. Sur le 2 de denier, en général, on met la date du tarot, la création de tarot. Oui. Et puis, j'ai posé la question et en fait, ils se sont rétractés, Camoin et Jodorowsky, en disant oui, c'est peut-être pas, parce que, soi-disant, il a recréé le tarot originel, le premier tarot qui aurait existé sous forme de carte. En fait, de nouveau, c'est la même chose, c'est pas le tarot originel, c'est sa vision de ce que serait le tarot originel. Et après, sur cette date de 1425, ils ont fait marche arrière et ils ont reconnu que c'était une erreur et qu'ils avaient un peu tapé ça comme ça. Donc il y a plein d'infos comme ça qui ne tiennent pas au niveau des historiens. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence super intéressante d'un historien. Hein, il y avait 300 références sur l'origine du mot tarot. Et bon, il y a plein de choses. Hein. On nous dit que c'est la Torah parce que c'est l'enseignement kabbalistique. On nous dit que c'est la Rota parce que c'est la roue. En fait, l'explication de l'historien, hein, je peux vous envoyer des liens après, c'est que ça viendrait de tare. Ça veut dire tara en italien, fou, parce que les premiers joueurs de tarot qui jouaient aux cartes étaient considérés par les gens qui regardaient comme pour des fous. Et ils montrent plein de... Ils donnent plein de... En France, les premiers joueurs de tarot étaient les fous du roi pour divertir les rois. Voilà, donc tarot, ça viendrait de fou. Donc moi, ça correspond bien avec ma position de dire le tarot, c'est un chouette outil, je le vénère pas. D'accord avec toi là-dessus, mais on parle en France. Hein, en France. Non, pas en France. Mais pour moi, l'histoire du tarot remonte à bien plus loin. Hein, je sais. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas que l'histoire du tarot remonte plus loin, c'est que dans le tarot, les créateurs, vers 1450, ont mis des symboles qui étaient très anciens. Mais il n'y a pas eu de tarot de 22 cartes avec l'iconographie actuelle plus ancien que 1450. Je suis d'accord avec toi, mais bon, ce tarot qui a traversé tous ces pays, toutes ces cultures, toutes ces époques, en a bien gardé des traces. On est d'accord. Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a un compas sur le casque de l'empereur? Ou pourquoi est-ce que l'impératrice a les yeux verts? Ou pourquoi est-ce que l'émeraude est présente dans le tarot? Bon, toutes ces choses, elles ont bien un sens ou elles sont là par hasard? Il y a des choses qui ont du sens, il y a des choses qui sont là par hasard. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on met du sens dessus. Et comment est-ce qu'on peut faire pour le savoir, les choses qui ont du sens? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, la seule possibilité, c'est de se confronter avec ce que nous disent les historiens.
Donc moi j'écoute ce que les historiens me disent. Et donc quand ils disent ça c'est apparu, enfin il y a plusieurs, hein. Il y a von Reinberg qui est un des premiers qui a écrit sur l'histoire du tarot. Un historien ne te parlera jamais de l'influence de Marie-Madeleine dans le tarot, excuse-moi. Mais parce qu'elle n'est pas, s'il n'en parle pas, c'est parce qu'elle n'est pas effective. On peut décider qu'elle y est, mais on peut aussi décider qu'elle n'y est pas. Si moi je sais pas moi, je suis bouddhiste et que j'utilise le tarot, je ne vais pas parler de Marie-Madeleine. Oui, mais Par justement, contre, moi j'ai donné une conférence avec Mathieu Ricard, hein, qui est le traducteur officiel du Dalai Lama, il y a 7 ans, sur le sujet plaidoyer sur le bonheur, et on a parlé du tarot dans cette conférence-là, parce que les bouddhistes également utilisent le tarot. Hein, moi, je l'ignorais à l'époque. Oui, je l'ignorais. Bon, peut-être pas tous, hein, mais en tout cas, on en a parlé. C'est un outil qui sert évidemment de développement, peut-être, on ne peut pas vraiment l'appeler développement personnel, mais pour eux, ils l'utilisent comme développement plutôt karmique, akashique, qui sert à comprendre la mission d'incarnation. Voilà. Donc, ça devient quelque chose d'encore plus profond. Mais les bouddhistes eux-mêmes l'utilisent. Donc, oui. Il y a peut-être des bouddhistes qui l'utilisent. Moi, je suis bouddhiste et j'ai fréquenté pendant 10 ans le centre bouddhiste belge. Il y a même le lama qui est venu me voir dans une médiumnité en salle, c'est juste pour rigoler. J'ai fait en Belgique cette conférence-là avec Mathieu Ricard. C'est en Belgique. Et personne n'utilisait le tarot. C'était même quand moi je sortais mon tarot, c'était pas spécialement bien vu. Donc il y a sans doute des gens qui l'utilisent. Je dis pas le contraire. Mais encore une fois, tu peux pas affirmer que les bouddhistes utilisent le tarot. Il y a des bouddhistes qui l'utilisent sans doute. C'est pas moi qui l'ai affirmé, c'est Mathieu Ricard lui-même. Oui, c'est possible. Mais moi je te dis, j'ai fréquenté un centre. Où on n'a jamais parlé de tarot. Mais un bouddhiste peut utiliser le tarot et il va projeter sa propre connaissance dedans. Oui, mon enseignement dans le cursus, nous on voit même le tarot bouddhiste, on voit le tarot hindouiste, on voit le tarot gnosique, on voit la cosmogonie. Donc on retrouve effectivement, comme tu l'expliques très bien, toutes les choses qu'on a envie de retrouver. Hein. Il y a d'ailleurs de grands musiciens comme Mozart qui ont composé des mélodies avec les arcanes du tarot. Ah oui. On peut faire de la poésie avec les arcanes du tarot. Tout à fait. Mais en fait, on est d'accord, sauf sur le fait que toi, tu dis c'est une preuve historique. Moi, je dis je n'en sais rien, mais à la limite, je m'en fous. Parce que si toi, tu remets de l'information, parce que moi, j'ai lu plein de choses aussi. J'ai lu sur la Kabbale, sur les enseignements ésotériques, etc. Et j'ai fait des liens. Donc, ça m'intéresse que tu fasses ces liens. La seule chose, c'est que c'est juste avoir le recul de se dire ces liens, ce n'est pas des choses absolues, ce n'est pas des choses effectives, mais c'est intéressant. C'est comme ça que moi je vois. C'est là. Voilà, après, voilà. On va dire le proverbe bouddhiste, s'ouvrir à tout et ne s'attacher à rien. Ouais. Mais je vais rebondir sur la Belgique. Peut-être que vous le connaissez sûrement. Il y a Vincent Becker qui est tarologue. Oui. Lui, il est historien. Hein, et je crois qu'il parle de Marie-Madeleine, hein, il me semble. Oui, c'est possible. Camoin est également historien et il parle aussi de Marie-Madeleine. Enfin, plein de gens. Moi, voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de lien. Je suis en train de dire que je ne sais pas. Et c'est super. Mais je n'ai pas besoin d'avoir la véracité historique parce que c'est très flou les origines du tarot. Ouais. Donc voyons ce qu'on. Moi, c'est très pragmatique. Voyons ce qu'on peut en faire. Et si on intègre Marie-Madeleine, c'est super. J'ai ici. Pourquoi pas que je suis pas. Marie-Madeleine est en exemple. Ah oui. On peut intégrer vraiment pas mal de choses au niveau culturel. Donc c'est ça. Mais c'est la même chose avec Jodorowsky, hein, quand il prétend qu'il a retrouvé le tarot historique. Non, c'est son tarot avec sa vision de ce que devrait être le tarot historique. Alors moi j'ai étudié en partie le tarot avec Jodorowsky en Andalousie. Et il ne prétend pas avoir recréé le tarot historique. Il prétend s'être déplacé jusqu'au Mexique, avoir fait des fouilles pendant des mois
avoir découvert un vieux tarot symbolique d'époque complètement naïve et avoir découvert là-bas le bleu ciel original. Et ce serait le bleu ciel original qu'il aurait réintroduit dans le tarot. Voilà, il faut faire attention aussi à ce qu'on entend et à ce qu'on voit. On va laisser peut-être la parole aux personnes. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marc? Non, non, je me suis bien exprimé là. Alors, voilà, donc on va faire un petit tour de table. Denise, est-ce que tu as quelque chose à dire ou est-ce que tu veux poser une question à Marc par rapport à ce qu'on vient de voir? Ou à Calista. Ou à moi, hein, oui, c'est parce que j'aime pas trop de... Mais bon, est-ce que tu veux nous poser une question? Il faut activer ton micro, Denise. Non. Voilà. Ça y est. Je trouve que vos deux approches sont intéressantes et que pour moi, il n'y a pas de contradiction. Chacun utilise le tarot avec qui il est, où elle est. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Oui, c'est comme ça qu'on a commencé. Hein, justement, on a dit, on n'est pas en compétition. L'idée, c'est ici d'apporter des approches différentes, des visions. Mais on se rejoint sur la fin. Donc, c'est ça qui est chouette. Oui. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup perdu dans l'apprentissage du tarot, c'est le foisonnement énorme d'informations. Donc, moi, je suis quelqu'un de synthétique, 1 + 1 = 2. Donc, je rejoins un peu Marc, mais je n'ai pas son talent, évidemment. J'ai le mien. Ah, c'est pas sûr. Donc, oui, voilà. Moi, la quantité d'informations m'a beaucoup perdue. Et moi, je considère un peu le tarot comme une guitare. Hein. Je trouve que plus on va pratiquer, plus on va se l'approprier, et plus justement on va s'ouvrir. Oui, c'est vrai. C'est pas une forme de don ou de talent. C'est vraiment quelque chose de personnel que tu peux développer également. Ce qui m'aide, si tu veux, c'est d'avoir des mots-clés au départ. Et après, j'élargis ma pratique, tu vois, ou mes interprétations. Mais j'ai besoin de les élèves ont besoin de mots-clés au départ. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, voilà. Mais moi, je propose aussi aux gens de trouver des mots-clés. Hein, on a chacun notre formation. Là, on va faire une formation ensemble, donc je vais m'aligner sur ce que Calista fait. Mais dans mes formations, l'idée, c'est que les gens trouvent les mots-clés, mais personnels. Donc, chacun va avoir des mots-clés différents parce que c'est les choses qui parlent le plus quand on a cette carte. Et c'est à ce moment-là, parce que l'idée, c'est que quand tu fais une lecture de tirage, c'est que tu ne dois pas réfléchir. C'est ça, c'est pas que j'utilise pas mon mental, j'utilise mon mental, mais je veux la fulgurance pour qu'il n'y ait pas vraiment de réflexion. Donc, par exemple, je fais des exercices où on raconte une histoire en retournant les cartes au fur et à mesure, mais au même rythme, rapidement. Tac, 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 pour faire venir des mots. Et on enregistre, et c'est très intéressant ça, parce que quand on relit la bande après, enfin, quand on relit la bande et qu'on la relit aux cartes, on se rend compte qu'il y a des mots clés supplémentaires qui se sont mis sans même qu'on s'en rende compte, simplement parce qu'on était dans le flux de l'histoire. Et donc, je vais beaucoup utiliser la synchronicité pour avoir du sens sur les cartes aussi. Je vais utiliser le tarot sur lui-même, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que je pratique ça sur le tarot de Marseille aussi, c'est de demander au tarot de Marseille, ça veut dire quoi cette carte, ça veut dire quoi ce machin, et de faire des tirages et de voir ce qu'on en tire. Alors ça, il faut déjà connaître les cartes, parce qu'au début... mais c'est une pratique qui fait que... ça, c'est mon passé commercial. J'avais un directeur commercial qui disait, mais utilisez vos produits pour montrer vos produits. Parce qu'il y a eu la blague là où le logo de Windows a été fait sur Macintosh. Ça a fait le tour du monde. C'était au début. Mais on peut utiliser le tarot pour comprendre le tarot. Et ça devient vachement intéressant. Et Marc, alors la lecture instantanée, comme tu le dis, là, comme un peu une bande dessinée, est-ce qu'il y a une question de poser avant ou c'est comme ça Oui, moi je travaille avec... Alors, l'analogie que je donne, c'est que je suis un peu le garagiste de la psyché. Donc, vous allez chez votre garagiste, vous déposez votre voiture et puis vous partez. Non, vous dites, c'est pour l'entretien, vous dites, il y a un petit bruit dans le moteur. Donc, plus vous donnez d'informations, plus c'est intéressant. Maintenant, je n'ai pas besoin d'informations spécialement pointues. Parce qu'en général, ce qui est particulier aussi, c'est que c'est très léger.
j'ai discuté, par exemple, de suicide avec une personne, mais sans jugement de valeur. J'ai dit, bon, c'est quoi ton but dans la vie? C'est d'aider les gens. J'ai dit, mais si tu te suicides, tu ne vas pas pouvoir aider les gens. Et puis, on est parti comme ça. Et puis, on a fait des tirages. Et donc, c'est là que le mental, parce qu'il y a deux choses. Dans le mental, il y a l'analyse et la logique. Ce n'est pas la même chose. Moi, je vais détecter s'il y a des contradictions. Ça, c'est vachement intéressant. Quand quelqu'un te dit qu'il aime les chevaux et que 3 minutes plus tard, il dit qu'il n'aime pas les chevaux ou qu'il a eu peur d'un cheval, il y a des contradictions. Donc, moi, je vais aller chercher tous ces trucs-là. Et ça, c'est toutes des choses signifiantes. Je vais aller voir tous les petits trucs signifiants qui percent, mais à bas bruit. Donc, je parlais du bouton tout à l'heure. Là, je sens que le cheval, c'est important. Donc, on va aller voir ce que représente le cheval. Pourquoi est-ce qu'elle me dit un jour qu'elle aime le cheval, enfin, un moment qu'elle aime le cheval et 3 minutes après qu'elle ne l'aime pas? C'est qu'il y a une contraction quelque part dans sa psyché. Et c'est là qu'on va aller travailler pour supprimer cette incohérence. Mais c'est toutes des petites choses comme ça. Et donc, une séance de tarot, parfois, les gens sont avec moi, ils sont un peu décontenancés parce qu'on a l'impression de toucher à rien. Et puis, je déplace, je sais pas moi, la tasse sur la table et les gens commencent à s'effondrer en pleurs. C'est pas que j'essaie de faire pleurer les gens, mais c'est pour dire qu'il y a on travaille avec quelque chose d'hyper symbolique, de très léger et c'est très profond. C'est comme si, vous savez, je donne souvent l'image, bon, l'image de la psyché, le conscient, c'est le haut de l'iceberg, et puis il y a tout le fond. Quand vous allez avec une thérapie analytique, vous allez avec un bulldozer et vous creusez pour comprendre. Et puis 3 ans après, vous n'êtes pas encore arrivé au fond. Moi, je dépose une petite goutte, et la goutte, elle percole, elle descend tout au fond. Et puis quand elle est au fond, elle remonte sous forme gazeuse. Et c'est là qu'il y a des trucs qui se transforment. Et je ne sais même pas quoi. Je ne sais même pas ce qu'on a fait. C'est la chimie, quoi. Mais les gens sont transformés. Et après, on peut analyser. Mais c'est pas une. Normalement, une bonne consultation de tarot devrait se faire qu'une fois. Normalement. En général, c'est une fois. Après une fois, parce que après je donne des prescriptions. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Après, oui, il y a les tirages spéciaux. Moi aussi, normalement, quand je vois une personne en tirage, si on fait un tirage complet, effectivement, une bonne consultation ne devrait se faire qu'une fois parce qu'elle doit t'apporter ce que tu as besoin pour ta transformation, effectivement. Ça, tout à fait d'accord avec ça. Après, il y a une transformation. Parfois, il est nécessaire d'en avoir une deuxième. Il y a des gens que je retrouve, mais c'est pas… Marc, je n'ai pas fini. Pardon, excuse-moi, Calista. Moi, par contre, je fonctionne tout à fait différemment que Marc, puisque, effectivement, je demande aux personnes de ne pas parler. Hein. Donc, moi, c'est complètement l'opposé. Hein. Je retourne dans le passé, je raconte la vie jusqu'au présent, et alors après, là, les personnes… peuvent intervenir et à partir de là, on commence alors à faire le travail que propose Marc, évidemment, de développement personnel, puisque les personnes peuvent intervenir, poser leurs questions, etc. Mais en début de consultation, je n'aime pas d'avoir d'informations parce que ça peut justement m'influencer, ça peut parasiter. Oui. Pardon? Je disais, ça peut parasiter. Ça peut me parasiter à moi, en tout cas. Hein, je n'aime pas, donc moi j'aime bien de développer le passé sans qu'on me dise rien. Le présent, la situation présente, sans qu'on me dise rien. Et puis alors après, si les personnes sont d'accord avec ce que j'ai dit, on commence, si vous voulez. Moi je fais aussi comme ça. Je fais comme ça dans les… donc voilà, on va peut-être laisser s'exprimer Philippe. Tu veux dire quelque chose? Oui. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, c'est au niveau de l'approche, parce que je comprends ce que dit Marc par rapport à l'utilisation de ce qu'il fait du tarot. Par contre, je rejoins aussi Calista sur sa vision des choses, à savoir que… les deux. Ouais, mais justement, parce qu'en même temps, quand on parlait, j'ai demandé, j'ai sorti 2 cartes par rapport au débat. J'ai la tempérance et le soleil qui est sorti. Donc voilà, je trouve que c'est un bon résumé de ce qui se passe entre voilà. Mais moi, je trouve que, par exemple, Marc, tu utilises le tarot, tu pourrais utiliser quelque part autre chose, quoi. Tu pourrais utiliser, à mon sens, ça veut dire que vu que tu ne vas
pas utiliser, tu sais, vraiment la symbolique que porte, par exemple, Calista. Je trouve que, par exemple, si tu utilises des oracles ou un truc, quelque chose que tu fais toi-même, ça pourrait peut-être avoir le même effet, puisque tu vas beaucoup C'est laisser beau ce passer qu'il par vient la... de dire. Marc, c'est beau ce Pardon? qu'il vient de dire. Hein? Tu trouves pas Oui, ça oui, beau? mais c'est comme, en fait, bien sûr, je pourrais utiliser autre chose. La seule chose, c'est que c'est l'outil qui est le plus performant pour moi. Donc, je l'utilise. C'est comme si tu as un gros marteau, on peut te dire, tu pourrais en utiliser un plus petit, un rond, un carré. Ah, mais Donc, Bonjour, mon but, je dis oui, c'est je beau, comprends. je dis que c'est beau ce qu'il vient de dire non, non, mais j'arrive, j'arrive. parce que justement, il J'y a dit, arrive parce que, en fait, tu pourrais créer ton oracle, hein, et je dis, c'est beau ce qu'il vient de dire. Ah oui. oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai Et créé un oracle aussi, il a fait. mais pas pour l'utiliser moi spécialement, pour transmettre ce que j'ai découvert en utilisant Après, c'est le tarot. génial. Génial. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si j'utilise le tarot de façon optimum ou pas. Et pour moi, c'est pour ça que ce n'est pas la question. Ce que je remarque, c'est qu'en utilisant le tarot, j'arrive à des choses optimum. Et que quand je n'ai pas mon tarot, j'ai pas autant d'informations. Par contre, je peux compléter avec des oracles, des choses comme ça. J'ouvre aussi des bouquins. Mais c'est d'une parce que je travaille qu'avec la synchronicité, Il y a quelle une que soit espèce de d'où elle vient. magie. Il y a une espèce de magie dans le tarot, tu es d'accord, de sacré. Je vais donner un exemple. Et quelqu'un m'a donné un bouquin sur la Kabbale. Je dis, oh, c'est compliqué, la Kabbale. Et il me dit, non, mais tu vas voir, c'est chouette parce que le bouquin est écrit comme une histoire. J'ouvre le bouquin au hasard, je mets mon doigt n'importe où, et en dessous de mon doigt, il était marqué histoire. Je dis, ah, ça a l'air juste. Et c'est comme ça que j'utilise. C'est d'une fulgurance parfois, c'est tellement en phase avec ce que les gens racontent que c'est énorme. Et il ne faut pas chercher loin. J'ai pas dû réfléchir pour faire le lien entre lui qui me disait histoire et le mot histoire. Et j'arrive à utiliser le tarot avec une telle connaissance et une telle pertinence que c'est de cet ordre-là que ça se passe. Et donc, je ne réfléchis pas. Après, parfois, parce que si quelqu'un vient avec une demande au niveau symbolique, on va creuser. Mais j'en ai pas spécialement besoin. Et de fait, si je me pose la question, est-ce que je préfère vivre dans un monde où il y a du tarot et pas de synchronicité, ou dans un monde où il y a des synchronicités et pas de tarot? Ben, je préfère le monde avec les synchronicités, parce que le but, c'est ça, c'est d'utiliser les synchronicités. C'est là qu'il y a de l'information, quel que soit l'outil qu'on utilise. Ouais, Ok. mais ce que je voulais dire, moi, c'est que, par exemple, le tarot va être un outil qui va, tu es canal. Donc, du coup, tu vas utiliser le tarot pour lire le message qu'on peut te transmettre. Si tu n'utilises que ce que tu entends, ce que tu perçois ou ce que tu sais, la clairvoyance, peu importe ce qui fonctionne pour toi, tu peux peut-être passer à côté d'informations que peut-être, c'est là où je rejoins peut-être Calista, en disant que peut-être le tarot, si on connaît effectivement, par exemple, une carte, ce qu'elle a aussi comme signification au niveau santé, par exemple, de savoir tous les problèmes de santé qu'une carte peut éventuellement donner comme information. Si on ne les a pas, on peut peut-être passer à côté peut-être de quelque chose que la carte voulait dire. Mais du coup, on Oui. est resté que dans le bruit général et donc du coup, on n'a pas eu cette précision en fait qu'elle Alors, pouvait c'est apporter juste. vraiment à la carte. D'ailleurs, moi, je ne veux pas faire de santé. Je ne m'occupe pas du tout de santé. C'est un D'accord. domaine où j'ai décidé de ne pas le faire, donc je ne le fais pas. Par contre, je peux travailler sur la signification symbolique d'une maladie éventuellement, mais pas dans la guérison. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai de plus en plus de gens en consultation qui sont médiums ou canal, et je me rends compte que j'ai même fait des consultations avec l'entité qui canalisait. Et on a travaillé pour transformer cette entité. Et du coup, les messages de l'entité changeaient avec ma compréhension. Donc, comme je n'entends rien, je vais donner un exemple. J'avais une voyante qui utilisait alors, je ne sais plus si c'est l'oracle G mais c'est un oracle dans lequel il y a le sacrifice. Et elle me fait une prédiction. Et je dis, mais tu sais, pour moi, le sacrifice, c'est le pendu et je ne le vois pas comme ça. Voilà ce que je comprends. Et puis, elle s'est recanalisée et elle a une autre information. Donc c'est pas parce qu'on a de l'information qu'on capte sous forme de canalisation qu'elle est juste. Et il y a énormément de guides qui sont imparfaits. Et j'ai eu avec des guides, avec des défunts. Alors, je fais jamais ça en direct, hein, c'est toujours
au travers d'une personne, mais c'est super intéressant. Là, on sort peut-être un petit peu parce que ça devient un peu Oui, presque... on va laisser la parole aux autres personnes. Je vais continuer le tour de table pour ne pas sortir du sujet. Voilà, donc Carole, tu viens d'arriver, bonsoir. Oui, enfin, je suis arrivée une demi-heure après, désolée, j'avais un impératif. Quel est ton rapport avec le tarot? Qu'est-ce que tu penses? As-tu des questions à poser à Marc ou à moi-même? Alors moi, c'est marrant parce que vous avez parlé de la santé. Bon, moi, j'ai fait le cursus avec toi. Et c'est vrai que la santé, c'est quelque chose que j'aime pas trop approcher. Je ne vais pas dire que ça ne me parle pas, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal avec le tarot. Je ne sais pas pourquoi. Et sinon, ce que tu disais, par exemple, parce que moi, on a fait des petites consultations ensemble comme exercice, le fait de ne rien savoir de la personne, moi, je me suis rendu compte, et tu nous l'avais dit d'ailleurs, que c'était assez difficile de faire des tirages à des gens qu'on connaissait. Parce que une personne qu'on connaît, on connaît un peu sa vie, on connaît un peu... et on est influencé. Et je l'ai fait plusieurs fois et je pense qu'il y avait une influence quand même de ce que je connais de la personne, sa vie, sa profession, des choses comme ça. Alors, si j'ai une question, parce que bon, j'ai regardé. D'ailleurs, Marc, en fait, c'est sur ta page, oui, c'est sur ton profil que j'ai découvert un monsieur, j'ai pas son nom en tête là, excusez-moi, qui est québécois. Oui. Ouais, je ne sais pas non plus parce que j'ai relié parce que je trouve intéressant, mais ça va me revenir, mais voilà. Et donc lui, il met le mât il le met en premier. Alors lui, il met le mât et en fait, j'ai vu que le mât pouvait s'appeler le fou. Mm-hmm. En fait, pourquoi et comme tout à l'heure tu as dit justement. Tarot, tu parlais de tarot, de taré. Il y a beaucoup de tarots, il y a beaucoup de tarots dans lequel le mât s'appelle le fou. Hein. Ouais. Oui, mais là, c'est exactement le même. Hein. Oui, les images en italien, c'est mêmes. matto. C'est souvent matto, donc le fou. En italien, c'est souvent le fou. D'accord, ok. Bon, oui, il y a beaucoup de tarots, de versions, en tout cas, de tarot où on représente le mât par le fou. Mm-hmm. Mais c'est la même, hein, si tu veux, les cartes sont exactement les mêmes, mais il s'appelle le fou. Voilà. Oui, c'est deux appellations très proches en fonction des auteurs, ils utilisent l'un ou l'autre. D'accord, ok. Mais ce qui fait que du coup, ça donne pas la même pour moi, ça donnait pas la même signification à la carte parce que. Mais bon, c'est pas c'était juste un détail. Ok, c'était juste ça. C'est la notion de folie qu'on peut transformer, hein, parce que Brel a dit la folie suprême, c'est de voir le monde tel qu'il est et de le trouver beau. Mais quand il dit ça, folie, c'est juste oser aller au-delà de tous ces jugements, de toutes ces catégorisations. C'est ça la folie. Et c'est le fou du roi aussi, qui ose tout dire, qui ose tout faire, tu vois. Et donc ça revient, ça rouvre avec cette notion. Dans le voyage initiatique du mât, Carole, dans le voyage initiatique du mât, on l'a vu justement dans le sens où il a envie de se figer dans une situation, hein, tout comme nous. C'est souvent le changement le fait de ne pas pouvoir rester figé dans une situation qui nous plaît, qui nous fait souffrir dans la vie généralement. Et justement, lui, il doit évoluer spirituellement et donc il avance vers une espèce de folie, de non-normalité à se figer dans une situation de manière temporaire. Donc, c'est un peu au niveau symbolique. D'accord. Et ce que je raconte, ça a l'air fou aussi. Hein. En fait, pour en venir aux maths, en fait, il n'a pas de place vraiment, puisque c'est l'itinérant. Il est pas forcément ni avant ni après. Oui, c'est le début et la fin à la fois. D'ailleurs, il n'a pas de numéro. C'est le début et la fin. Il est différent. Et puis après, il passe toutes les portes comme ça d'expérience. Et moi, j'avais une question. Le voyage initiatique du mât. Hein. Et donc, j'explique les expériences dans le cursus où on voit chaque arcane. Est-ce que le tarot est d'origine italienne? C'est ça que je voulais savoir. Au niveau historique, oui. Pour Marc, oui. Pour moi, non. Donc, au niveau des historiens, il est apparu en Italie. Les premiers tarots sont apparus en Italie. Il est apparu dans les pyramides Inca et en Égypte antique. Donc, c'est le tarot. Voilà, avec les nuances qu'on a dites. On n'est pas d'accord, mais bon, voilà, il n'y a pas de souci. En plus, c'est amusant parce que tu es italienne. Oui, c'est
toi qui Tu es italienne et c'est toi qui n'es pas d'accord. C'est amusant. Mais le tarot de Visconti, il y a eu plein de beaux tarots italiens, attention, super intéressant. Mais je pense pas que ça démarre là. Je pense que bon, voilà, c'est ça, c'est le sujet. Et Calista, est-ce que le tarot a un lien avec la pyramide de Khéops en Égypte, justement? Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est là qu'on a retrouvé les premières plaques d'or du tarot d'Hermès, du tarot gnosique à la base. Oui. Mais bon, Marc n'est pas d'accord avec moi. Les historiens ne sont pas d'accord. Mais au départ, Oui, le tarot, moi, j'écoute et je ne fais que relayer ce que j'entends. Le tarot, c'est un livre au départ, non? C'est un livre sacré. C'est le livre de Thoth égyptien. Donc, évidemment, il n'a pas ce nom-là pour rien. Hein. S'il a ce nom-là, c'est qu'on a retrouvé des symboles. Et puis, il y a eu plein de dérivantes, de versions. Comment est-ce que je peux dire, moi, avec mes langues, je confonds. De versions différentes, diverses versions. Il y a eu plein de versions, il y a eu plein il y a le tarot des gitans aussi, il y a le tarot qui sont très intéressants et qui remontent bien plus loin que l'époque européenne du tarot de Visconti. Hein. Alors, les gitans, ils ne l'ont pas justement transformé, entre guillemets, en tarot ésotérique, puisque le tarot, au départ, est-ce qu'il est vraiment fait pour de la divination? Mais le tarot, au départ, il est gnosique. Donc, il contient beaucoup plus les vieux tarots, en tout cas ceux égyptiens, qui ne sont pas considérés par les historiens comme des tarots, ont beaucoup plus de symbolique astrologique, gnosis, de cosmogonie. Ils ont beaucoup plus de notions universelles, beaucoup plus de géométrie sacrée également. Voilà, c'est un tarot différent, c'est pas exactement le même tarot. Le tarot de Marseille, effectivement, est jeune, jeune, entre guillemets. Oui. Lors de l'introduction du tarot en Europe par les trois Maries après la crucifixion du Christ. Mais voilà, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. C'est tellement immense. Catherine. Au niveau historique, il y a trois phases. Vers 1750, on voit apparaître des notions de voyance, pas avant. Les bohémiens, c'est Papus qui a raconté ça, mais les bohémiens utilisaient des cartes de jeu, pas tellement de tarot. Et il n'y a pas de mot tarot dans la langue des bohémiens. Puis vers 1850, on voit apparaître des notions d'occultisme avec le tarot de Thoth, qui est une création de Wirth, si je me rappelle bien. Ouais. Et puis, le tarot psychologique, c'est tout récent. C'est avec Coleuil et Jodorowsky. Donc, c'est dans les années 80, 1980 que c'est apparu. Mais à la base, c'était un jeu, de nouveau, je parle des historiens, c'était un jeu de cartes qui était joué comme la belote. Oui, qui n'était pas le tarot de Marseille, tout à fait. Mais bon. Voilà, c'est ça. Catherine, est-ce que tu as une question à poser à Marc? Quel est ton rapport avec le tarot? Raconte-nous. Alors, peut-être faire un peu pot-pourri de tout ce qui a été dit, puisque pour ma part, donc, j'ai découvert Carl Jung il y a 3-4 ans, et donc le tarot de Marseille est devenu pour moi un outil d'introspection pour un accès à l'inconscient, donc avec des états de méditation. Donc là, je rejoins Marc sur le côté fulgurant, sur le côté intuitif, sur le côté synchronicité. Par contre, la notion de se référer aux historiens, je trouve rétrécit un petit peu le champ, puisque Carl Jung, il y a l'inconscient personnel, mais il y a aussi l'inconscient collectif, où là, on a une ouverture sur les archétypes, sur le lien avec la cosmogonie. Et ça, donc, je l'ai trouvé avec Calista, puisque je suis en train de faire la formation avec Calista. Et étonnamment peut-être pas, je trouve que mes intuitions sont en train de devenir peut-être, alors, une espèce de divination, c'est-à-dire que j'ai de plus en plus de flashs maintenant où effectivement, quand j'ai le tarot entre les mains, je vois l'avenir. Donc c'est un peu c'est un cheminement qui fait que j'ai l'impression que je suis passée de ce que Marc décrit, donc j'évolue vers autre chose. Voilà. Oui, mais ça n'a rien à voir avec mon cursus. Hein. Je pense que ça, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure avec la guitare. C'est plus tu vas te l'approprier, plus tu vas le comprendre et
plus tu vas t'ouvrir. Hein. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Je ne sais Oui, pas si... mais c'est vrai que l'étude complète que tu nous fais faire sur les symboles et sans s'arrêter justement à des dates historiques, je pense que tout ça, effectivement, ça me nourrit et peut-être que les intuitions que j'ai à travers ces symboles, à travers cette nouvelle connaissance du tarot, m'apportent des informations sur l'avenir. Mais bon, je suis un petit peu entre les deux là, mais je Oui, sens oui, qu'il y a quelque chose qui arrive là, voilà. Et si je peux réagir, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là. Pour moi, les 22 arcanes, c'est un modèle de la psyché. Voilà. Donc, chaque fois que tu travailles sur une carte, tu agrandis ta psyché. Alors, moi, je vais travailler, donc toi, tu le fais au niveau symbolique, mais chaque fois que tu as une signification complémentaire, et là, c'est là que je rejoins tout à fait Calissa, le travail qu'elle fait, je le trouve super. La seule, en fait, c'est la seule chose sur laquelle on achoppe, c'est de dire les gens qui ont créé les 22 cartes, ils savaient ce qu'ils faisaient et ils ont pris le savoir ancien. Pour moi, mais ça ne change rien parce que c'est une porte d'ouverture vers ce savoir ancien. Donc, chaque fois que tu travailles sur une carte, tu vas augmenter, là c'est une arcane mineure, c'est un arcane mineur aussi, tu vas augmenter la connaissance de ta psyché ou la vision que tu as sur toi. Alors moi, le travail principal que je fais, c'est de voir les cartes de façon positive. Parce qu'il y a des cartes qu'on voit de façon négative. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de nous-mêmes qu'on voit de façon négative, puisque c'est un modèle de la psyché. En travaillant cette carte de façon positive et en la réinterprétant de façon positive, que ce soit sur base symbolique ou simplement sur base intuitive, là, on a un vrai travail de transformation de la psyché. Et c'est là que je te rejoins tout à fait, que tu le trouves au niveau de la symbole ou au niveau d'un autre travail. C'est super intéressant. Chaque fois qu'on travaille sur une carte du tarot, on s'améliore, on progresse, on évolue spirituellement. Et là, on est tout à fait en phase par rapport à ça. Oui, c'est pour ça que... Moi-même, je ne suis pas fermée. Je fais beaucoup d'exercices avec mes élèves et je t'ai appelé justement pour ça. Parce que j'aime bien d'ouvrir et je suis encore de formation et je fais encore plein de choses et je regarde encore mon tarot et ça m'arrive encore de découvrir pas mal de choses quand je regarde une arcane. Donc, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Hein, Oui, mais tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, vos deux approches sont très, très complémentaires. Alors, dans ce que tu viens de dire, Marc, il y a quelque chose qui me vient comme ça, tu vois un peu en flash. C'est par exemple la carte du diable, quand tu parlais des cartes positives ou négatives. La plupart du temps, les gens voilà, on tire le diable, oh là là, hop, il y a une inquiétude. Or, quand on prend la Bible, donc il y a le mot qui a été traduit par diable, mais en hébreu, j'ai appris récemment que le mot diable n'existait pas et que c'était le mot adversaire. Donc déjà, ça change la donne. Et avec Calista, donc j'ai vu, alors que je ne l'avais pas vu jusqu'à maintenant, que le diable, effectivement, a un chapeau de chaman, a ces espèces de cornes de cerf qui ramènent au dieu Pan. Et là, on a toute l'ouverture celtique. Donc, effectivement, je pense que c'est très important de continuer à apprendre et sur tous ces aspects. Et effectivement, pour moi, toutes les cartes du tarot sont positives. Donc, tout à fait. Oui, moi aussi, je vois ça comme ça. Pour moi, il n'y a pas de carte négative. Après, c'est en fonction de là où elles sont posées. Non, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui changent de l'interprétation si la carte sort à l'endroit ou à l'envers. Bon, moi, je ne suis pas trop d'accord avec les cartes à l'envers. Je ne sais pas toi, Marc. Non, je ne travaille pas avec les cartes à l'envers. Après, positif, négatif, on peut le voir un peu différemment. J'ouvre ça en disant, dans les 22 arcanes, quelles sont les cartes que vous ne mettriez pas en grand dans votre salon? Et là, il y en a quand même quelques-unes qui sortent. Et ça, ce sont des cartes sur lesquelles il peut être intéressant de travailler. Moi, Marc, je te rejoins dans le côté, quand tu dis je termine par du positif, moi j'aime bien dans mes consultations, mais je considère quand même que chaque lame a un côté ombre et un côté lumière. Et il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, même si je vois le côté ombre, après, je vais aussi montrer à la personne qu'il y a le côté lumière. Voilà. Oui, mais le côté ombre, moi je vais le travailler en l'éclairant, en le mettant en positif. Le travail que je fais sur le diable, par exemple, c'est que je pars des 7 péchés capitaux. Voilà, c'est ça, et on ne va pas voir
bon, par exemple, la gourmandise, on ne va pas voir en quoi c'est un péché, on va voir en quoi c'est une qualité. Et donc, la gourmandise, c'est de la curiosité, c'est le fait d'être sociable, parce que quand tu es gourmand, tu as envie qu'il y ait des gens qui mangent avec toi. Et donc, on va qualifier les 7 péchés capitaux, et les gens ont parfois du mal, hein, en qualité. Et donc, l'ombre, c'est arriver à l'apercevoir, mais plus en mettant un jugement de valeur dessus, en la voyant comme quelque chose d'opposé à la lumière. Mais c'est vachement intéressant. Et le travail, je disais que j'avais travaillé avec des entités, et c'est souvent ce truc-là. C'est une entité qui est perçue comme négative, et je vais lui montrer qu'elle a des qualités. Et du coup, cette entité, elle se transforme. Et parfois, quelque chose qui est... Moi, j'aime bien parce que... Tu sais, quand on dit, comme moi, je ne suis pas en contact direct, je n'ai pas peur d'aller voir des trucs qu'on te dit, il ne vaut mieux pas aller voir, parce que c'est la personne avec qui je travaille qui s'en occupe. Mais du coup, parfois, on capte des entités qui ont l'air négatives, et puis après avoir travaillé ensemble, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs et qu'il y a plein de qualités. Et donc, au lieu de la chasser, parce que tu ne voulais pas, il faut éviter de parler à ce truc-là. Mais non, moi, je vais lui parler et je vais voir en quoi son message a de la qualité. Donc, je travaille dans l'ombre. Mais je mets l'ombre en lumière quelque part. Voilà, oui, c'est complémentaire. C'est exactement ce que dit Carl Jung, c'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre de son ombre et l'éclairer. Voilà. C'est ça. Mais c'est une ressource pour Jung, hein, l'ombre. C'est pas comme Freud. Freud, c'est la poubelle. Mais chez Jung, c'est vraiment... Voilà. El negrado de l'arcane 13, el negrado alchimique. Oui, c'est ça, c'est ce travail-là, oui, tout à fait. Ouais. Patricia, est-ce que tu as une question à poser à Marc? Est-ce que tu vas intervenir? Tu peux activer ton micro peut-être. C'est en bas à gauche. Ouais, excuse. Bonsoir. Non, j'ai pas de questions. J'écoute les deux avis. Et moi, le tarot, pour moi, c'est pas ma pratique. Je suis curieuse, c'est tout. Voilà. Ça va. Voilà. Okay, je connais Marc parce que j'ai fait avec lui quelques séances. Donc, j'ai découvert le tarot comme ça. Mais non, c'est juste par curiosité que je suis là. Ariel, tu as un nom d'ange. Ah oui, c'est vrai, Ariel. Tu peux activer ton micro, Ariel. Oui, je te disais que d'ange, j'ai que le prénom. Voilà, c'est pour revenir aux cartes positives et négatives. Je pense que les cartes, ils vont être, selon la position qu'ils vont avoir, et parmi les autres cartes, ça va donner un sens positif ou négatif. Par exemple, si quelqu'un me parle d'un projet et la première carte qui sort, c'est le monde, pour moi, c'est quelqu'un de très ambitieux et qui anticipe trop, peut-être, parce que tout à fait d'accord avec elle est positive quand elle est à la fin d'un tirage, à mon sens. Après, pour revenir à l'importance de la symbologie dans les images, dans les lames, et je crois que c'est Jodorowsky qui disait que, par exemple, sur la lame de la Lune, les gouttes qu'on voit, qui tombent de la Lune, ça représente la lettre hébraïque Yod. Et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, je me sais pourquoi il dit que les gouttes représentent la lettre Yod de l'alphabet hébreu. Et j'ai trouvé un livre qui parle de l'alphabet hébreu, je vous montre. Où il y a la lettre Yod. Ouais, c'est joli, hein? C'est beau. Hein? Et c'est incroyable parce que la carte de la Lune, c'est la féminité. Oui. C'est aussi la fertilité. Et la lettre Yod représente les pouvoirs créatifs, les germes, la main gauche, et c'est les signes de la Vierge. Donc il y a, à mon sens, une importance qui est très importante dans la symbologie. Je ne veux pas dire qu'il faut la respecter à chaque fois, parce qu'il faut s'adapter au contexte de la question aussi. Tout à fait. C'est comme disait Marc, la rue de la fortune, ça peut être la rue de ma voiture, selon la question que je pose. Ça peut être une transition, un changement. Ça dépend les sens de la question. Voilà. Et ouais, j'avais une question pour poser si vous respectez les cartes renversées, mais vous avez répondu.
parce que moi j'ai horreur des cartes inversées. Ah, moi, j'aime pas du tout. J'aime pas. On lit pas un livre à l'envers. Hein. Et pour rapport au diable, c'est une de mes cartes préférées. Les diables, il est pendu, je sais pas pourquoi. Ouais. Et je ne les vois aussi négatives que toi, les diables, parce que ça dépend aussi du contexte de la question. S'il y a quelqu'un qui organise un mariage, par exemple, ou un anniversaire, il veut savoir s'il va réussir à faire une grande fête, et les diables sortent. Ça veut dire qu'il va faire une grande fête. Parce que les diables, c'est les plaisirs aussi. Ah oui. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal des fois à donner comment dire, décider que telle carte est négative ou positive. Bien évidemment, il y a des cartes qui me plaisent plus que d'autres. Il y a certaines qui m'angoissent quand ils sont dans un tirage. Par contre, là où je te rejoins, Ariel, je te rejoins dans le sens où tu dis que c'est les combinaisons des arcanes entre elles qui vont donner le sens positif ou négatif. Là, je te rejoins complètement parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'ordre, en tout cas la combinaison d'arcanes, va te raconter une histoire. Et effectivement, on peut voir si, de par cette histoire, c'est positif ou négatif. Maintenant, je rejoins Marc aussi dans le sens où si on voit le négatif à temps, on peut le transformer en positif. Voilà. Je travaille aussi un peu comme Marc dans le sens où j'essaye de savoir, de dire à la personne quel est l'état d'âme qui doit y avoir pour transformer une situation. Je ne fais pas de la divination avec les tarots, je ne crois pas. Ouais. Mais l'état d'âme, il est théoriquement toujours positif. Hein. Moi, je suis, en allant dans le positif sur toutes les cartes, je suis déjà dans la solution. Si la personne a un problème, je vais le voir de façon positive et je vais lui proposer de voir ce truc différemment. Exactement, donc, exactement. Il y aura jamais, moi j'ai pas de, sauf si on va questionner les freins. Donc si la question pose sur du négatif, qu'est-ce qui me bloque dans cette situation? Là, je vais utiliser le négatif. Mais sinon, je vais d'office prendre du sens positif. Donc de fait, la fête, ça va être le diable. S'il s'invite à la fête, ça va être le plaisir, ça va être quelque chose de, on va pas se prendre la tête, ça va être chouette. On va même peut-être rôter en fin de repas parce que je suis d'accord. Je suis d'accord aussi avec toi par rapport à ces mots qui apparaissent au tout début. Et c'est l'intuition, en effet. Mais des fois, sont farfelus, tu te dis quel rapport avec cette carte-là, mais je l'ai dit quand même, je l'analyse. C'est le même travail que je fais avec les pendules quand je pose des questions pour moi. C'est très compliqué, c'est difficile parce qu'on a peur d'influencer la réponse. Mais apparemment, quand on pose une question pour soi, il faut attendre pas plus, il faut pas attendre plus de 3 secondes, 4 secondes. C'est même beaucoup. Mais à partir du moment où tu fais pas de divination, tous les gens, moi je connais pas mal de gens qui se sont arrêtés à faire du tarot parce qu'ils ont fait de la divination et qu'ils étaient accablés de choses qu'ils voyaient. Mais par contre, si tu es dans le présent, si tu dis, est-ce que j'ai envie de faire un truc? Ben là, tu peux te poser sur toi parce que tu vas créer ton avenir de toute façon. Voilà. Non, tu es capable de te dire, est-ce que j'ai envie de ça? Ça, tu peux le faire. Et c'est d'arriver à ce détachement-là. Donc, moi, je tire tout le temps pour moi parce que j'ai testé d'abord sur moi, puis j'ai testé sur des amis, puis j'ai testé sur des gens que je ne connaissais pas. Et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, moi, plus je connais les gens, plus c'est pertinent. Parce que c'est comme si j'allais voir, parce que j'essaie d'être sans jugement. Hein. Parce que si tu es dans le jugement en disant oui, mais ce type-là, c'est un con, je vais tirer pour lui. Ah oui, ben voilà, c'est un con. Mais non. Je le savais, il était con. Voilà. Alors là, ça ne marche pas. Mais si tu pars du principe, tous les gens sont de valeur. Souvent, je dis, je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais tout le monde autour de moi aussi. Et c'est si tu es dans cet esprit-là, à ce moment-là, tu sais que tu vas amener quelque chose de positif et tu y vas et tu te lances et c'est génial. Et moi, je te conseille vraiment les cartes que tu aimes moins de voir parce que ça correspond à des choses que tu n'aimes pas en toi. Oui, absolument. Si tu acceptes que c'est un modèle de la psyché, il y a des cartes que tu n'aimes pas, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'aimes pas en toi. Et ça, c'est vachement intéressant de travailler. Après, dernière chose, parce que je parle beaucoup, mais je trouve ça intéressant. En fait, le tarot, moi, ce que je propose, c'est que chacun amène dans le tarot ce qu'il connaît. Donc, si toi, tu connais bien la Kabbale, tu amènes la Kabbale. Si tu connais bien la numérologie, tu amènes la numérologie. Si tu connais bien l'astrologie, tu amènes l'astrologie. Tu amènes ce que tu as envie. Et Calista, elle a plein de connaissances ésotériques, donc elle amène tout ça. Et c'est ça, c'est riche.
Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas envie de s'emmerder avec la Kabbale ou avec les Mayas, etc., il n'est pas obligé de le faire. C'est comme ça que je vois. Ariel, tu as dit que tu aimais le pendule et que tu ne savais pas pourquoi le pendu. Non, je l'aime les pendus. Les deux cartes que j'aime bien, c'est les diables et les pendus. Tu as dit que tu aimes le diable et le pendu, mais que tu ne savais pas pourquoi le pendu. Ah non, je ne sais pas pourquoi j'aime les deux. Les pendus, pour moi, ça me donne une sérénité. Et pour moi, c'est quelqu'un qui fait une position de yoga, par exemple. Ariel, le diable et le pendu, c'est le pendule que tu pratiques. Le pendule, tu es en position de pendule. C'est vrai, tu as raison. Et le diable, c'est l'énergie. Aussi, c'est bien vu. Bien vu. Ah, donc maintenant, tu sais pourquoi. Jérémy, est-ce que tu veux intervenir? Merci. Jérémy ne répond pas. Sophie, est-ce que tu es là? Ah, voilà Jérémy qui se connecte. Jérémy? Tu veux intervenir? Enfin, voilà, c'est vraiment de la curiosité. Et puis voilà, je découvre, j'apprécie ce que dit M. Maurice aussi, c'est très intéressant. Enfin tout le monde, hein, bien évidemment, mais c'est intéressant d'avoir. Non, mais c'est intéressant d'avoir différents avis. Puis, mais c'est de la curiosité. Je découvre depuis peu par rapport à certaines interrogations et j'essaye de m'intéresser au tarot de Marseille, notamment d'un point de vue psychologique et recherche, connaissance de soi. Et je suis tombé là par hasard, d'autant plus, enfin, une recherche, mais voilà, c'est la curiosité. Et voilà, bienvenue. Hein. On fait des tables de conversation comme ça tous les mois, donc c'est gratuit. C'est des sujets différents. La prochaine, ça sera sur le druidisme avec un vrai druide, auteur également de plusieurs livres. C'est super intéressant. Je t'invite. Oui, dis-moi. J'ai une question. Est-ce que le tarot de Marseille peut aider dans la connaissance, tout ce qui est orientation professionnelle, quand on souhaite vraiment, alors oui, c'est possible, c'est-à-dire de définir ce qui nous convient. Je voulais savoir comment vous voyez les choses par rapport à ça, sur définir vraiment, affiner un projet ou en tout cas quelque chose, une voie professionnelle qui nous correspond au mieux. Est-ce que cela peut être faisable? Voilà. Tout à fait. Ben, pour moi, en tout cas, je vais répondre avant de laisser la parole à Marc. Pour moi, c'est tout à fait faisable puisqu'il y a le tarot, moi en tout cas, je pratique le tarot karmique qui nous permet justement de retourner aux valeurs profondes de l'âme et de connaître la mission d'incarnation, donc le pourquoi, ton ikigai, pour ce que tu dois réaliser dans ta vie, dans ton parcours. Et donc, oui, moi, je pense que c'est possible, je le pratique et ça fonctionne très bien. Marc, est-ce que tu veux répondre à Jérémy? Oui, en fait, moi, je vais questionner les envies. Donc souvent, la question se pose par rapport au changement d'un boulot. J'aime bien les choses concrètes. Hein. Donc, on va aller voir ce qui te plaît dans ce boulot, ce qui te freine. Donc là, on peut travailler sur des choses négatives. Et puis, on va essayer d'identifier c'est quoi le boulot idéal. Mais en oubliant le contexte social, etc. Donc, et là, on revient quelque part à la mission d'âme ou au chemin karmique. Hein. On est vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller. Et puis, on regarde comment est-ce que ça peut se mettre en place. Donc, moi, c'est vraiment c'est une sorte d'accompagnement et chaque fois avec des propositions. Donc, je sais pas, moi, si tu es pompier et que tu as envie d'être fleuriste, on va voir les fleurs apparaître quelque part et puis on va voir qu'est-ce que oui, mais le pompier, ça ramène autant par mois. Et puis, il y a cette notion de danger que j'aime peut-être bien, tandis que fleuriste, c'est un peu fleur bleue. Et donc, comment faire pour mettre un peu de peps dans la profession de fleuriste? Ça va peut-être être, je sais pas moi, être fleuriste sur un tournage de cascadeur. Enfin, je dis n'importe quoi. Hein. mais on va essayer de prendre les qualités qui émergent dans la profession où tu es. Tu as toujours des choses qui t'ont attiré dans cette profession et de voir dans quelle mesure on peut les mélanger à d'autres qualités. Mais il n'y a pas de... J'ai pas une technique particulière. Une grille de lecture. Par contre, ce que je fais aussi, c'est que s'il y a des blocages, parce que parfois tu as envie, mais tu bloques, là, on peut travailler au niveau symbolique, avec des petits actes symboliques, comme je disais tout à l'heure.
un protocole, là c'est une séance complète de reprogrammation des croyances pour aller en profondeur, mais sans avoir l'air d'y toucher, désamorcer les croyances limitantes. Mais même sans savoir de quoi il s'agit. De nouveau, on peut travailler sur quelque chose qui émerge. Ça peut être, je sais pas moi, tu t'énerves particulièrement quand tu es en retard, quand tu arrives au boulot, tu sais pas pourquoi, mais chaque fois qu'il y a un feu rouge, ça t'énerve, quoi. Et tu identifies ça. On identifie les comportements qui sont socialement acceptables, mais qui sont une petite gêne. J'adore travailler sur les gènes. Je ne vais jamais travailler sur les gènes, hein pas sur le génotype, parce qu'on va changer des choses. Et comme c'est très léger, le mental ne bloque pas. Il va pas te dire ouais mais non ça je veux pas, ça fait 10 ans que j'ai essayé de résoudre ce problème-là. Non, il va pas bloquer. Donc plus c'est léger, plus c'est efficace. C'est paradoxal, mais en fait je dis parfois aussi que je fais de l'homéopathie de la psyché. D'accord. J'ai pris connaissance, du coup, c'est grâce un peu à vous, Monsieur Maurice, parce que je regardais un petit peu, je vous ai écouté. Notamment, ce que je me suis intéressé, ce que faisait Emmanuelle Iger, pour le coup. J'ai vu qu'elle avait créé participé au festival Tarot, et puis j'ai fait le lien, j'ai écouté vos interviews, j'ai trouvé ça intéressant, très bien. Le Tarot Festival, ouais. Ouais, et puis on sent qu'il y a une bonne énergie, enfin bref, c'est mon ressenti personnel. Mais, et donc, c'est pour ça, et donc sur le site Emmanuelle Iger, il y avait marqué, voilà, si on s'intéressait, par exemple, on peut faire son... Enfin bref, on peut. Enfin, il y a des protocoles qui, par exemple, quel métier faire et tout ça. Donc moi, je me suis testé. J'ai un tarot que j'utilise, mais sans connaître, je ne suis pas formé, etc. C'est vraiment de la pure curiosité, mais ça m'intéresse et je me dis ça peut être intéressant. Voilà, de plonger dans. C'est pas l'idée, c'est pas de définir un métier, parce que là, ça serait de la divination pour le coup. C'est plutôt vraiment apprendre vraiment à s'orienter, s'apprendre à se connaître petit à petit. Je me dis que ça peut être intéressant comme la numérologie stratégique ou j'en passe, mais c'est voilà, oui, tout à fait. Apprendre à se connaître et trouver de nouvelles pistes, quoi. Pardon, Calista. Oui, ça sert, c'est très utile. Sophie, est-ce que tu veux intervenir? Merci, Monsieur Maurice aussi, et tout le monde. Sophie, tu veux intervenir? Bon, c'était très très loin de mon univers de numérologie, mais j'ai vraiment apprécié les approches apparemment contradictoires, mais tout à fait complémentaires. Voilà. Et donc, en ce moment, dans ma pratique en numérologie, je croise avec les arcanes majeures du tarot, et notamment pour savoir par rapport au chemin de vie si on est bien à la bonne place. Voilà. Et je l'ai pratiqué sur moi, sur mes enfants, mes amis. Et il y a de belles découvertes, notamment savoir si on est bien aligné. Alors là, je parlerai en tant que coach, tête, cœur, trip. Et donc, voilà. Mais je suis très, très loin de vos pratiques. Je ne pratique pas, mais en tout cas, je m'intéresse de plus en plus, oui, au tarot. Et ce qui m'a beaucoup plu, Marc, c'est dans ton propos, c'est la part de l'intuition. Et pour rejoindre, j'ai oublié son nom, l'intervenante qui croise avec Carl Jung, que j'aime beaucoup. Oui, c'est l'idée d'un conscient collectif, et quelque part quelque chose qui nous échappe et qui, en même temps, de façon très furtive, fugace, a une signification très très forte. Voilà. Oui, mais alors oui, quelque part l'inconscient collectif, est-ce que c'est pas justement la mémoire akashique universelle, hein? Quand je dis, moi, dans mon cursus, justement, que le tarot cosmique et propose d'ailleurs tout le système de lois cosmiques universelles, hein, qu'on peut voir dans l'évolution spirituelle d'humain, effectivement, il y a cette mémoire akashique universelle qui est représentée aussi dans le tarot de Marseille. Voilà, on va conclure comme ça. Donc, tout le monde a eu la parole.
parce que malheureusement, ben, les 2 heures sont déjà passées. On pourrait parler toute la journée du tarot de Marseille. Voilà, donc on va conclure. Je vais redonner la parole à Marc, mais avant ça, je voudrais vous rappeler la présentation du cursus qu'on fera le 24 mars. C'est gratuit également, vous pouvez participer. On y présentera tout le programme. Donc moi, pour ma part, je présenterai les 42 heures de cursus au niveau ésotérique et symbolique. Et puis alors après, Marc présentera également les 10 heures qu'il propose comme exercice pratique concernant l'intuition, les archétypes, etc. Donc c'est quelque chose d'assez complet. On participera évidemment tout au long du cursus, tous les deux. Je pense que Marc suivra dès le départ. Et ben voilà, la présentation, c'est jeudi 24 mars à 19 h. C'est gratuit. Donc, si ça vous intéresse de connaître le programme du cursus qui commencera au mois de mai, eh bien, je vous invite à cette présentation. Vous pouvez également m'envoyer un petit mail. Je vous enverrai par mail le programme en retour. Voilà, donc je vais rendre la parole à Marc. Pour conclure, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le tarot de Marseille? Alors, la conclusion. Quel conseil pourrais-tu donner justement aux gens qui viennent de le découvrir et qui ont cette soif de connaissance? Mais moi le conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir de limitation. Alors paradoxalement, mais c'est là qu'on voit qu'on est à la fois complémentaire et peut-être différent, c'est que j'encourage les gens à lire un très mauvais bouquin pour commencer, pour pouvoir se dire, ouais, mais là non, je ne suis pas d'accord avec lui, et là non plus, et puis là non plus. Et du coup, on se fait sa propre lecture. Non, moi, je n'encouragerais pas les gens à lire un mauvais bouquin. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je sais bien. Mais du coup, tu as des infos de base pour commencer et tu es complètement indépendant du dogme quelque part. Et donc, encore une fois, c'est intéressant de nourrir. Mais moi, j'invite les gens à se nourrir des choses qui les attirent, pas de se forcer. Et donc, le tarot, quand on fait un tirage, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va directement au bon endroit. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir plein d'informations. Je fais un tirage et boum, j'ai discuté comme ça avec un ami qui est philosophe et qui a plein de connaissances. Il cite des auteurs toutes les 3 phrases et on avait vraiment une discussion très profonde. Mais moi, je connais rien en philosophie. Mais c'est très, avec le travail que j'ai fait sur les cartes, chaque carte sur laquelle on a transformé quelque chose, eh bien, on a appris quelque chose au niveau philosophique et au niveau spirituel. Tout à fait. Donc, mais d'ailleurs, c'est ce que je demande aux élèves en début de cursus, c'est d'observer la carte et de dire en fait ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent que ça pourrait bien vouloir dire sans savoir rien du tout à la base. Hein. On fait un petit tour comme ça. D'ailleurs, il y a 2-3 élèves, peut-être leur demander l'avis justement sur le cursus. C'est intéressant à partager peut-être avec les autres. Catherine, qu'est-ce que tu voudrais dire sur ce cursus que tu es en train de suivre? Ça rejoint ce que vient de dire Marc, c'est-à-dire que tu nous ouvres des portes sur des tas de domaines différents. Et effectivement, après, avec notre propre sensibilité, ben, on va aller sur un domaine et l'approfondir sur un domaine qui nous parle. Mais je trouve que ce cursus voilà, a le mérite de nous présenter un éventail de tout ce que représente le tarot, de tout ce à quoi fait référence le tarot. Toi, Carole, qu'est-ce que tu penses? Pareil que Catherine, pardon. C'est très, moi, je trouvais ça très bien justement de regarder la carte et de dire ce qu'on voyait. Parce que, bon, en plus, on est à plusieurs élèves à dire, bah, tiens, moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je me rappelle encore de Mareva, quand elle avait dit, il y a les fraises. Moi, je les avais jamais vues, moi, ces fraises. Non, mais oui, c'est les fraises du monde. mais c'était rigolo parce que moi, je les avais jamais vues. Et en plus, elle n'était pas sûre de son coup, mais elle a dit, non, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et ça permet de voir plein de choses et de voir, voilà, de réellement de regarder et de voir la carte, des choses qu'on ne voyait pas, de comprendre plus de signification. Voilà. Donc, oui, moi, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas
à mon avis, à mon sens, il n'y a pas une façon entre guillemets, d'apprendre, il y en a plein. Moi, j'ai fait ta formation, j'en suis très heureuse. Tu nous as apporté tes connaissances et je pense que ça va être bien. Enfin, si vous faites quelque chose en complément avec Marc, puisque moi, j'apprécie aussi l'approche de Marc parce que moi, je suis curieuse et c'est vrai que tu sais comment je suis toujours un peu cartésienne. Et moi, le côté historique, c'est peut-être mes 2 ans avec un prof d'histoire, c'est peut-être ça. Non, mais moi, c'est vrai que j'apprécie le côté historique. Je suis un petit peu, voilà, je suis aussi curieuse de ça. Et ouais, c'est deux approches qui, à mon avis, sont complémentaires. Et je pense que j'essaierai de venir à la présentation. Alors oui, et je vais vous dire encore quelque chose. Ceux qui veulent, qui sont disponibles peut-être jeudi, justement dans le cadre de mon cours, de mon cursus de tarot, je recherche des volontaires pour pratiquer des mini-tirages avec mes élèves. Donc ceux qui sont disponibles jeudi après-midi ou vendredi vers 4 heures, m'envoie un petit message et on organise. Donc, Marc sera présent également et vous participerez à un cours normal où on fera des tirages, d'accord? On fera votre tirage d'ailleurs. Philippe, est-ce que tu veux dire un petit mot sur le cursus? Oui, alors pour prendre l'image du chariot que tu as derrière toi, je dirais un peu effectivement que le cursus, ça permet d'avoir un peu le code de la route, de comment ça fonctionne. Et après, une fois qu'on l'a intégré, il faut, là je rejoins Marc, il faut laisser part à son instinct, à ce qu'on voit, de comment on voit les choses. Est-ce que je vais à droite, à gauche? Ça dépend de chacun. Mais après, de comprendre la symbolique des cartes, ça permet effectivement d'avoir cette notion d'avoir ce code, de façon comment on y arrive effectivement à cheminer, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Parce que je répète, c'est bien d'apprendre l'ésotérisme, la symbolique, etc. Mais ça ne va rien changer à comment vous allez interpréter vos tirages pour la suite. C'est vraiment quelque chose de personnel. Oui, ça va vous permettre de faire plus ample connaissance avec l'arcane, de la sentir beaucoup plus, de la connaître. Effectivement, ça peut aider peut-être dans l'interprétation, mais on peut très bien faire des cartes sans avoir jamais rien appris, comme on peut jouer de la guitare sans connaître son solfège. Marc, conclusion. Encore? Vous avez une demi-heure. Moi, peut-être ce qui me caractérise le plus, c'est cette légèreté que j'ai. Et on rigole beaucoup quand on fait une séance de tarot. C'est peut-être parce que je suis uniquement positif, hein, mais je fais beaucoup de jeux de mots aussi. Chaque jeu de mots, c'est une ouverture vers une nouvelle compréhension. Hein. Quand vous dites, je sais pas moi, c'est la bonne heure. Quand les gens arrivent juste à temps, ou qu'ils arrivent en retard, je dis « Ah, mais vous êtes à la bonne heure !» Et donc on entend autre chose, évidemment. Donc, j'aime bien faire ça. J'aime bien. C'est vrai que je travaille beaucoup avec les enfants intérieurs. Et pourtant, je suis quelqu'un de très cartésien aussi. Hein. C'est ça. C'est comme si la logique tournait en boucle. Comme je disais tout à l'heure, je vais identifier s'il y a des incohérences. Et ça, c'est vachement intéressant parce que c'est comme un lapsus en fait. Chaque incohérence, c'est un lapsus. Et on sait bien que dans le lapsus, il y a du sens caché. Donc, j'adore aller sur les incohérences. Et ça, c'est mon côté cartésien qui va me les faire identifier. Et souvent, le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'est quelqu'un qui m'a dit, écoute, je ne sais pas si tu es très con ou si tu es très intelligent. Effectivement. Oui, ça te représente bien, effectivement. Non, bah écoutez, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie, que vous participerez aux prochaines tables de conversation. Il y a toujours des sujets différents, hein. Vous pouvez suivre le programme sur mon blog. Jeudi 24, pardon, on présente le cursus avec Marc, donc vous êtes invités, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez vous faire tirer des cartes, dans le cadre de ma formation ce jeudi, envoie-moi un petit message et je vous y inviterai. Voilà, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Tu veux débriefer, Calista?
instant, parce que j'enregistre. Je vais juste... Oui, j'aimerais bien. Une seconde. Voilà.